Yeah. Nick Cage. The name's Gambit. I don't have a name. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 7e épisode de Néo-Béotien. Mathis, j'ai même pas envie de te demander comment ça va parce que je me doute que ça va très bien. Mais ça va toujours, bien sûr. Et toi ? Ça va très bien aussi, particulièrement aujourd'hui. Oh bah oui. Puisqu'aujourd'hui nous sommes du coup le lundi 15 juin. L'épisode sortira normalement le premier lundi de juillet, je crois que c'est le 6 ou le 7, je ne sais plus. Ce sera un des deux. J'ai confiance. Ce sera un des deux. Et aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Noir, la série de Prime Video avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Série qu'on attendait énormément, je pense qu'on peut le dire. Un petit peu. On l'a évoqué. On l'a évoqué, ouais. Pour vous dire, on l'a un peu teasé à la fin du dernier épisode, ouais. Parce que, comme vous le savez peut-être si vous écoutez les épisodes assidûment, je suis fan de Spider-Man, Mathis est fan de Nicolas Cage. C'était voilà l'union entre nos deux passions de cœur. Et alors, est-ce que cette association parfaite, comme on a pu la nommer ouais, tout à fait. Dans l'épisode précédent, a tenu son rôle ? Eh bien, on va voir ça tout de suite après. Je tiens à repréciser quand même qu'avant même qu'on ait l'idée de ce podcast, on l'attendait. Et quand on a commencé à discuter de la création de ce podcast, on s'est déjà dit qu'on allait parler de ça quand même. Bah, c'était un peu le podcast pourrait s'arrêter après cet épisode. C'est exactement ça. C'est peut-être le climax de ce podcast. Bah, c'est vrai que quand on a pensé à ça, c'est un peu, c'est l'œuvre qui nous est tout de suite apparue comme qui fera l'objet d'un épisode. Parce qu'à la base, on n'avait pas encore la formule, on savait pas encore exactement ce qu'on allait en faire de ce podcast. Et c'est vraiment le truc qu'on savait, c'est qu'on allait faire un épisode sur Spider-Noir. Donc. Exactement. Le voici. Puisque évidemment, on n'a pas parlé de série auparavant. Ouais. C'est la première fois. Sachant que on l'avait jamais précisé, mais c'est pas forcément automatique qu'on fasse des films à chaque fois. On le fait souvent parce que c'est notre média quand même de prédilection, le cinéma, je pense. C'est ça, c'est ce qui sort le plus l'actualité aussi. Mais voilà, on se privera pas des fois de faire des séries des fois comme ça quand vraiment quelque chose qu'on attend est sur le point de sortir. Là en plus c'était très pratique parce que tout est sorti d'un coup. J'ai vu beaucoup de gens critiquer ça justement en disant que ça avait tué un peu la hype, etc. Mais pour le coup, ça nous arrangeait pas mal. Ouais, et puis moi je trouve ça toujours mieux en général. Ouais, en vrai moi aussi je suis pas loin d'être d'accord. Ouais. Du coup, avant qu'on en parle en précision, peut-être qu'on se fait une note. La petite note qui va bien. Note qui va bien. Bon, du coup, c'est évidemment une note sur l'ensemble, sur 8 épisodes, du coup. Ouais. On va pas noter chaque épisode un par un. On reviendra pas sur chaque épisode un par un, je pense. On reviendra sur quelques moments par-ci, par-là, mais ça aurait pas grand intérêt de revenir sur chaque épisode, je pense. Tu es prêt pour la note ? Je suis prêt. Sur 5, du coup, toujours. Ouais, sur 5. Ok. 3, 2, 1, 4. Aïe. Et alors, moi, j'ai presque 2 notes à donner, quoi. Ah bon ? Pour moi, le concept de comment la série est sortie, ça vaut 4. Ok. Mais en vrai, comment moi je l'ai regardé, ça vaut 4,5. Pour moi, il y a une vraie différence entre le format couleur et le format film noir. Ouais. Alors, j'ai regardé la série entièrement en noir, du coup. Avant que tu développes là-dessus, du coup, précisons, du coup... c'est vrai. Juste peut-être de quoi ça parle vite fait, parce que j'ai remarqué justement, comme je te disais, en parlant à des gens qui c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissaient, la série, genre ils avaient pas forcément conscience de ce que ça existait, ce que ça représentait et tout. Du coup, Spider-Noir, c'est une adaptation de Spider-Man, quelque part. Mm-hmm. On reviendra plus tard, plus en détail sur ce côté, le côté adaptation, justement. Mais c'est une adaptation de Spider-Man qui met en scène, du coup, un personnage de détective privé qui s'appelle Ben Reilly et joué, du coup, par Nicolas Cage. Et qui, du coup, est un personnage qui a des super pouvoirs arachnéens et qui va, en gros, essayer de... résoudre une affaire qui implique une sorte de boss de la mafia et des méta-humains qui commencent à apparaître un peu partout. C'est ça. Je pense que c'est un peu la meilleure façon de synthétiser le truc. Et du coup, comme tu l'as... une ambiance année 1930, exactement, ouais, c'est ça. 40, dans ces eaux-là. Quoi. Ouais, c'est ça, entre deux guerres un peu. Ouais. Comme tu l'as sous-entendu, comme tu l'as dit même clairement, c'est une série qui est sortie en 2 formats. Ouais. En couleur et en noir et blanc. Je sais plus comment ils ont appelé ça, je crois qu'ils ont appelé ça genre authentique couleur je sais plus, et noir et blanc, un truc comme ça, je sais plus. Mais du coup, en noir et blanc et en couleur, 2 versions qui sont très différentes visuellement. On n'est pas du tout juste sur un filtre noir et blanc comme on pourrait le croire. Et je tiens à préciser que moi, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir de voir qu'il y avait vraiment un travail différent sur la version couleur et la version noir et blanc. Parce que pour moi, la dernière fois qu'on avait eu une série de ce genre-là qui était sortie à la fois en couleur et en noir et blanc, c'était pour la 4e dimension. Okay. Pour ceux qui connaissent pas, la 4e dimension, c'est une série de science-fiction, on va dire, anthologique de fin 50, début 60.
qui était en noir et blanc à l'époque. Et c'est une série qui a eu plusieurs versions, mais la version la plus culte, la première, date de cette époque-là. Et ils avaient sorti une nouvelle version avec Jordan Peele en showrunner en 2019-2020, un truc comme ça. Et à l'époque, ils avaient sorti les épisodes du coup en couleur et en noir et blanc, parce que la série originale était en noir et blanc. Mais voilà, je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça relativement sans intérêt, parce que de mémoire, t'avais pas vraiment de travail stylistique sur le noir et blanc, c'était vraiment juste comme s'ils avaient mis un filtre, même si je pense que évidemment ça va au-delà de ça, mais ça donnait un peu cette impression-là. Ce qui est tout l'inverse de Spider Noir pour le coup. Ce qui est tout l'inverse de Spider Noir, qui donne limite plus l'impression que ça a été pensé d'abord en noir et blanc. Bah ça a été pensé en noir et blanc. Enfin, les acteurs et les réalisateurs, tout le monde l'a annoncé comme ça. Ouais. Après, pour des raisons marketing, ils ont préféré le faire en 2 formats parce qu'ils se sont dit que ça allait rebuter un peu des gens s'il y avait qu'une version en noir et blanc. Et moi, je trouve que c'est un peu une erreur. Je suis d'accord. Et c'est ce qui fait baisser ma note. Parce que sinon, si la série était sortie qu'en noir et blanc, moi, je mettrais 4,5 sûr. Mais en fait, en ayant regardé un peu quelques épisodes, enfin pas des épisodes entiers, mais j'ai dû regarder peut-être 1 heure, 1 heure et demie en couleur, en passant d'épisode en épisode. Ouais. Et alors le travail de la couleur est quand même assez intéressant. Ça fait un peu quasiment Technicolor, hyper flashy. Enfin, c'est vraiment assumé couleur stylisée, pas juste couleur random. Okay. Mais pour moi, en fait, ça gâche tout le concept du film noir que veut être Spider Noir justement. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ma note, elle est un peu en demi-teinte. Mais du coup... Demi-teinte, c'est le cas de le dire, du coup. Ah, exactement. Chaud. Je l'avais même pas fait exprès. Mais c'est pour moi que, ouais, du coup, je trouve qu'il y a une vraie différence. Et honnêtement, en notant, du coup, le concept au global, parce que pour moi, c'est sorti dans les 2 formats, donc il faut noter dans l'ensemble, concept du truc, quoi. Mais la version en noir et blanc, elle est vraiment... Moi, j'ai adoré, mais... Ouais, moi aussi, beaucoup. Et du coup, j'imagine que ce podcast va être écouté par beaucoup de gens qui n'auront pas encore vu la série. Donc, je vous en supplie, regardez en noir et blanc, quoi. Je pense que c'est vraiment le mieux pour avoir l'expérience la plus immersive. Et moi, j'ai un ami qui a commencé en couleur et qui a switché ensuite en noir et blanc. Et il m'a dit, ah oui, quand même, c'est mieux. Après, je lui ai dit, mais pourquoi t'as commencé en couleur? Il m'a dit, j'avais la flemme. Est-ce que si vous avez la flemme de cliquer sur un bouton, mais de regarder une série, en fait. La flemme, ok. La flemme de cliquer sur le bouton. C'est un peu comme les gens qui disent je regarde en VF parce que j'ai la flemme de lire, quoi, un peu. C'est différent. Parce que tu peux vraiment avoir la flemme de lire. Que cliquer sur un bouton avant de lancer un programme. Bah, surtout que, pour le coup, t'as même pas besoin de cliquer sur un bouton, parce que ça te propose quand tu lances l'épisode. Enfin, moi, c'était comme ça. Ah, mais moi, alors, ça, c'est un autre truc aussi, parce que moi, j'ai regardé sur mon Mac, parce que mon Mac a quand même une meilleure résolution que sur ma télé. Enfin, pour les trucs un peu stylisés, je préfère regarder sur mon Mac. Okay. Et du coup, je voulais l'utiliser avec l'application que j'ai sur mon Mac, Prime Video, mais sur l'application, tu peux pas choisir... chiant, ça. Et du coup, c'était automatiquement en couleur. Ensuite, j'ai regardé... Enfin, du coup, j'ai ouvert le navigateur. Enfin, je suis allé... bien sûr. Dans Prime sur le navigateur, puis j'ai regardé comme ça change rien. Mais ensuite, une fois que j'avais commencé le premier épisode en noir et blanc, bah du coup sur l'autre appli, les autres épisodes, ils étaient en noir et blanc. Enfin, tu sais, en gros, je pouvais pas cliquer, mais après c'était... T'as changé ton truc par défaut, quoi. Ouais, mais du coup, pour les gens qui sont sur des applis, je sais pas si ça fait ça aussi sur Windows ou quoi. Du coup, là, c'est vrai que là, tu peux avoir la flemme de cliquer sur le bouton. Oui, d'accord. Ouais. Alors, j'avoue que moi, j'ai regardé sur ma télé, ça me proposait à chaque début d'épisode, qui était un peu relou. Évidemment, j'avais envie de dire, bon, j'ai choisi ça pour tout. Ça pour tout. Mais oui, franchement, regarder en noir et blanc, je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire parce que, du coup, visuellement, il y a un vrai travail pour se rapprocher d'une esthétique film noir. Ouais, carrément. Bah, parlons-en de ce visuel, justement. Oui, parlons-en, tout à fait. Et du coup, comme on l'a dit, c'est une esthétique qui est très typée film noir, à la fois, du coup, dans la composition des plans, dans la lumière. J'aurais pas les termes techniques pour les lumières, ne m'attendez pas là-dessus. Mais voilà, il y a tout un travail de contraste qui est fait, de lumière qui bave un peu, des fois, je sais pas comment expliquer, tu vois. Et oui, ça sature à certains endroits de l'image. C'est ça, tout à fait. Et t'as vraiment ce truc de plan un peu, un peu débulé, un peu bizarre des fois, qui te met toujours un peu mal à l'aise, comme dans ce genre de film-là. Et c'est bien foutu, je trouve, dans la retranscription de ce truc-là. Ouais, et dans la lumière, t'as un vrai... Enfin, le travail, il est assez fou, parce que t'as déjà, dans les premiers épisodes, t'as des scènes un peu dans des ruelles, enfin vraiment typiques du film noir, et t'as vraiment les ombres portées sur les murs, pareil, les énormes ombres qui font 3 fois le personnage sur le sol, enfin le jeu de lumière il est vraiment assez incroyable. T'as aussi des mouvements de lumière,
Par exemple, t'as des moments où il y a des scènes un peu d'interrogatoire, t'as des lumières qui bougent au-dessus, du coup ça donne énormément de contraste à l'image, puis ça faire la lumière, elle a un vrai rôle aussi dans ces scènes-là. T'as aussi les jeux des images qui sont filmées à contre-jour. Par exemple, t'as je crois que c'est dans le premier épisode ou le deuxième, t'as la scène où merde, j'ai plus son nom, la femme chante sur scène, et t'as un vrai gros contre-jour sur elle, et ça fait hyper beau. Et ça, pareil, cette scène-là, par exemple, j'ai regardé en couleur. En couleur, ça fait un peu bizarre, parce que du coup, la lumière est tellement forte que t'as l'impression que ça sature un peu et que ça prend trop. Enfin, je trouve qu'il y a certains trucs qui fonctionnent pas hyper bien en couleur, mais par contre, pour le reste, le travail de la lumière, il est assez fou. Et t'as aussi, comme tu disais, un travail de cadrage qui est dingue. Et t'as des plans qui font un peu style expressionnisme allemand, presque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Où t'as les persos qui sont très inclinés. Je sais plus comment ça s'appelle, ces plans, mais où disons que les personnages sont à 95, 90 degrés. Enfin, pas 90 degrés, justement 100 degrés sûr. Dans ces eaux-là. Ouais, ce que je voulais dire par débulé, en mode, c'est ça, penché, quoi. Ouais. Penché, ouais. C'est ça, en fait. Le mot est bien trouvé. C'est exactement ce que je cherchais. Mais ça rend hyper bien. Et aussi, t'as une certaine manière de filmer aussi les décors, je trouve. Par exemple, dans le cabinet, t'as pas mal de plans qui sont vraiment très larges, où tu vois tout le décor comme si c'était une pièce de théâtre à la limite. Et ça rappelle aussi un peu des plans des films des années 30, 40, 50. Ouais, qui peut rendre un peu certains lieux un peu incohérents, limite, tu sais. Enfin, j'ai l'impression que t'aurais du mal à refaire le lieu dans un vrai plan, tu sais, parce que t'as l'impression que tout est filmé un peu dans une pièce différente. Mais ouais, c'est ça. Et t'as aussi gigantique, dans certains décors. Et t'as aussi des trucs qui sont un peu très monstrueux, très dans la manière de filmer. Bon, pareil, j'ai pas les termes techniques, mais par exemple, t'as à un moment, tu vois une genre de tombe, et elle est filmée d'une certaine manière à ce que, en fait, l'image est un peu disproportionnée, et du coup, la tombe paraît quasiment à sortir de l'écran, quoi. Ça fait un vrai effet un peu d'optique comme ça. Ouais, carrément. Et ouais, t'as plein aussi de jeux de miroirs qui sont trop beaux. Ouais, carrément. T'as un plan dans la voiture. Oui, où tu vois sa tête en entière, tu devrais pas la voir normalement. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper bien faits. T'as pareil un moment où il y a deux personnages qui se parlent, et en fait, du coup, t'as la personne qui parle, le miroir, et du coup, à travers le miroir, tu vois l'autre personnage. Enfin, il y a vraiment un vrai travail de mise en scène sur peut-être 60% des plans, ils sont vraiment travaillés, mis en scène. Pas non plus tous, mais... Non, mais tu sens qu'il y a une idée dans beaucoup de plans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tout a été un peu réfléchi, quoi. Et t'as aussi l'utilisation de, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des demi-bonnettes, où en gros, tu peux faire un double focus, un double point sur l'image, et du coup, t'as deux éléments, au lieu qu'il y en ait, que l'élément qui soit au fond du plan soit flou, ou que l'élément devant le plan soit flou, là, t'as les deux nets. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est des plans que tu retrouves dans, l'un des plus connus, c'est peut-être dans Citizen Kane. Ouais. Et t'as plein de plans comme ça, qui sont vraiment des références au film de l'époque, et je trouve que c'est tellement bien fait. Et en fait, tous ces détails, ils fonctionnent beaucoup moins bien en couleur qu'en noir et blanc, je trouve. Ouais, j'imagine. Et d'autant que c'est mélangé, je trouve, très habilement à des trucs beaucoup plus modernes. Par moment. Dans le premier épisode, la toute première scène, là où tu le vois grimper le mur avec des flashbacks qui sont dans les fenêtres. Comme ça, c'est trop stylé, passe super bien. Même son costume qui est avec ses yeux très réfléchissants, là, tu sais, ça c'est un truc que tu pourrais pas voir dans un truc à l'ancienne, je pense, mais qui là passe très bien dans cette esthétique-là, quoi. Et visuellement, les yeux, moi je trouve, ils claquaient à chaque fois qu'ils apparaissaient, qu'ils disparaissaient, bien, c'était vraiment très très stylé. Ouais, je suis d'accord. Et pareil, dans cette idée, t'as aussi un superbe plan de surimpression du personnage de la femme fatale, mais je sais plus comment... Cathardy, ouais. Et du coup, en gros, elle est sur le plan. Petit à petit, il y a une pièce qui arrive en surimpression d'un côté, et ensuite, la surimpression, elle se fait complètement sur sa tête qui disparaît. Et t'as plein d'idées comme ça qui sont vraiment super belles, quoi. Et ouais, les flashbacks sur les fenêtres pour introduire le personnage, rien que l'idée est brillante. Ouais, carrément. Et t'as même des plans des fois dans les phases un peu où t'apprends comment il a eu ses pouvoirs, etc. Où tu plonges à l'intérieur de
de ce qui se passe dans sa tête, etc. Dans l'épisode 6, là, notamment. T'as beaucoup de choses qui font écho, je trouve, à des films un peu d'épouvante de l'époque aussi, tu sais. Et pareil, j'ai parlé de la 4e dimension tout à l'heure, et t'as vraiment des idées, des fois, dans ces passages-là, et cet épisode-là particulièrement, qui me font vachement penser à la 4e dimension. Typiquement, le moment où t'as un moment où il se coupe, où on lui coupe la peau et qu'il y a plein de petites araignées qui sortent, je suis quasiment sûr, à 95%, que c'est un truc que j'ai vu dans la 4e dimension, tu vois. Et c'est des trucs qui marchent super bien visuellement, encore maintenant, mais qui font, qui sont des choses que tu pouvais voir à l'époque dans des films un peu, tu sais, même des films de la Hammer ou des choses comme ça me fait vachement penser à ce genre de choses-là, quoi. Non, mais carrément. Et t'as aussi, t'as un peu une scène de rêverie aussi à ce moment-là, où t'as plein de petits. En fait, tu pars d'un œil d'araignée et t'as plein de petits. Oui, tu rentres dans, je vois. Dans les alvéoles. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très, très stylé aussi. Enfin, t'as vraiment plein d'idées. Et là, pour le coup, c'est des idées qui visuellement ont un peu rien à voir avec le film noir, mais ça se marie trop bien avec l'atmosphère du truc et cette partie un peu horrifique. De toute façon, après la série est très référencée. Hein, il cite à l'appel des acteurs, des réalisateurs, etc. Et justement, à un moment, il parle de comment il s'appelle, Boris Karloff. Du coup, le Frankenstein. Et pour le coup, là, moi, j'ai vu récemment Frankenstein Junior, qui est une parodie ultime de ce Frankenstein, justement, des années 30. Et en fait, t'as plein d'idées de plans similaires, un peu parodiques de cette période-là. Enfin, sauf que là, c'est pas parodique dans Spider Noir, mais vu que j'ai pas vu le Frankenstein original, t'as quand même des plans, en tout cas, les deux... Donc, la série Spider Noir et Frankenstein Junior s'inspirent des mêmes plans, donc t'as quand même plein de refs... Et visuellement, ça pète ces trucs-là. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un truc sur lequel je reviendrai dans d'autres choses, pas que dans l'aspect visuel, mais je trouve que la série utilise très bien ses moyens un peu limités parfois pour créer des choses. Et notamment, du coup, t'as assez peu de plans de voltige, tu sais, de Spider-Man, mais le peu qu'il y a sont très très bien et s'inscrivent, je trouve, aussi très bien dans cet aspect un peu film noir, alors que c'est des choses que tu verrais pas dans un film noir, tu vois, quand même de base. Et pourtant, c'est des plans qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus modernes, mais qui s'inscrivent très bien. Et pareil, t'as certains effets spéciaux où tu sens que ils ont pas eu le budget forcément qu'ils voulaient, mais où ils réussissent, je trouve, à transformer ça en quelque chose qui marche bien, notamment tout ce qu'il y a autour de l'homme sable. Le fait qu'on tu le vois jamais vraiment comme un homme sable hyper gigantesque à la Spider-Man 3 ou quoi. Mais limite, il est plus filmé comme un mec avec une maladie de peau, tu vois, je trouve. Bah tous, hein. Et ouais, c'est ça, comme vraiment un truc... comme si le sable était une maladie de peau, tu vois, et je trouve que ça marche super bien et ça s'inscrit aussi bien dans un truc de film noir, tu vois. Parce que même le faux électro, là, c'est comment Megawatt. Ouais. Lui, c'est pareil, c'est visuellement, le mec se transforme pas oui, c'est ça. Même complètement. Genre, tout, il a vraiment juste des petits, justement, pareil, ses veines sont électrifiées. Ça fait un peu penser justement à un truc de maladie de peau ou un truc du genre. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper bien traité, parce que justement ces personnages ils souffrent littéralement ça les tue quoi. Ouais, complètement. Ça c'est pas un spoil, on s'en rend compte tout de suite, mais voilà, franchement c'est assez intéressant visuellement les persos, comment ils sont présentés. Enfin en tout cas les persos qui ont des pouvoirs, parce que les autres en soi... Oui, les autres sont plus classiques quoi, disons, mais oui. Je suis fan de toutes ces idées de mise en scène, surtout qu'elles sont jamais gratuites. Enfin, en soi, c'est toujours pour montrer, je sais pas, l'enfermement du personnage ou quand ils font les plans avec les miroirs, etc. C'est pour montrer soit le conflit ou le rapprochement des persos. Enfin, en fait, les plans, ils sont vraiment pensés intelligemment, pas juste pour faire beau. Ils disent quelque chose du film et de la scène et des enjeux narratifs, comme dans tous les films, hein, mais sauf que là, c'est vraiment appuyé, quoi. Ouais, c'est ça, t'as une mise en scène qui sert l'action, qui sert le film, quoi, tout simplement. Et la plupart des plans, en vrai, tu les vois, tu comprends à peu près l'enjeu, la dynamique des persos, ou alors s'il y a qu'un personnage, tu sais à peu près dans quel état émotionnel il se trouve. Ouais, tout à fait. Grâce au visuel. Donc, rien que visuellement, moi, je trouve que c'est un très gros 4,5 sur 5. Et c'est très rafraîchissant, je trouve. Vraiment, moi, chaque fin d'épisode, je me disais, mais ça fait du bien de voir un truc de super-héros qui est à ce point réfléchi visuellement, quoi. Ouais, ça faisait longtemps. Et ouais, ça fait très très longtemps, quoi. C'est vraiment, en live action, ouais. C'est compliqué, quoi, tout ce qui sort maintenant. Et là, et d'autant plus sur Spider-Man, où il y a quand même... on va peut-être pouvoir transitionner vers l'aspect adaptation, justement, mais...
la plupart des adaptations récentes de Spider-Man sont quand même très avares en mise en scène et en idées visuelles globalement. Et donc voir ça fait beaucoup de bien, quoi. Ouais. Et donc vous vous demandez peut-être adaptation de Spider-Man, mais vite fait, quoi. Et en effet vite fait, parce que du coup Spider-Noir s'inspire très très librement de comics qui sont sortis au début des années 2010, qui s'appelaient à l'époque Spider-Man Noir, tout simplement. Noir, même en VO, ça s'appelle Spider-Man Noir, parce que c'est en référence à Spider-Man, enfin au film noir, pardon. Et du coup, comme son nom l'indique, c'était à l'époque on te racontait l'histoire d'un Peter Parker dans la Grande Dépression, donc dans les années 30, etc. Et tu le voyais un peu évoluer dans cet environnement qui était très sombre, etc. C'était un peu une relecture des origines de Spider-Man, mais dans les années 30. Série qui a eu plutôt du succès. C'est un personnage qui existe encore maintenant, qui a encore des comics régulièrement. Ce Spider-Man, du coup, dans les comics, c'était Peter Parker, comme le Spider-Man original. Là, c'est pas le cas sur cette série, pour une question de droit, je pense. Parce que je crois que du coup, la série qui est produite par Sony, et Sony n'a pas le droit, je crois, de sortir des choses sur Spider-Man avec un Spider-Man qui s'appelle Peter Parker, que c'est réservé à Marvel. Et justement, ça c'est un détail, mais je trouve aussi que c'est un bon truc de la série, joue bien avec le peu de moyens qu'elle a. Parce que du coup, le personnage s'appelle Ben Reilly, qui est une autre ref à Spider-Man. Je sais pas si tu savais d'ailleurs. Non, mais moi ça m'avait fait penser à une ref que je dois être peut-être le seul à avoir, mais dans Benjamin Gates, Nicolas Cage il joue Benjamin, donc Ben, et son acolyte s'appelle Riley. Donc, ok. Ah putain, c'est fort. Mais je me suis évidemment dit que ça venait pas de là, mais... Non, en fait, Ben Reilly dans les comics Marvel, c'est le nom d'un clone de Peter Parker, tout simplement. Ah ok. En fait, c'est un clone qui a été créé dans les années 70 et qui est revenu dans la vie de Peter Parker et en se faisant appeler Ben Reilly à partir des années 90, pendant une grande ère des comics qui s'appelle la saga du clone, qui est un peu un énorme bordel narratif, etc., où il y a eu des choses bien, des choses moins bien, etc., mais bref. Et du coup, juste, je trouve ça très malin d'avoir donné le nom d'un autre personnage, d'un autre Spider-Man qui n'est pas Peter, notamment dans les moments où on te fait comprendre que Ben Reilly n'est pas son vrai nom. Qui a changé de nom après la guerre. Et on te dit jamais qu'il s'appelait Peter Parker avant. Mais du coup, c'est très facile de t'imaginer ça et te dire ça, tu vois. Ouais, on et dit ça, je trouve jamais ça malin. le nom qu'il avait. Ouais, c'est ça. Et voilà, je trouve ça assez malin. Et du coup, voilà, donc j'ai vu des fans de comics réagir à tout cet aspect un peu film noir et tout. Notamment beaucoup de gens avec lesquels j'étais d'accord sur les réseaux qui disaient comme nous que la série devait être vue en noir et blanc et tout. Et j'ai vu des fans de comics dire que le noir et blanc n'a jamais trop fait partie du personnage en comics, tu vois. Les comics étaient en couleur, etc. Et c'est vrai, mais je trouve qu'on s'en bat les couilles. En fait, oui, en soi, c'est surtout que la série a été pensée pour le noir et blanc. En soi, si elle avait été pensée en couleur, moi, ça m'aurait très bien été en couleur. C'est ça. Je dirais... Non, en fait, ce qui met les fans en colère, c'est que les gens pensent que c'est autant associé au noir et blanc à cause des comics, alors qu'en fait, c'est plus les adaptations d'après qui ont fait ça. Parce qu'un des trucs qui a rendu le plus populaire ce personnage de Spider-Man noir, c'est déjà le jeu vidéo Spider-Man Dimensions, je crois qu'il s'appelait, où tu jouais 4 Spider-Man différents, dont lui, et il évoluait du coup dans un monde qui était, dans son monde à lui, qui était pas vraiment noir et blanc, qui était un peu sépia, façon vieille photo, tu sais. Et après, surtout par Into the Spider-Verse, qui a du coup acté ce truc de il vit dans un univers noir et blanc avec les blagues de Rubik's Cube, etc. Qui était où Spider-Noir était déjà interprété, par la voix était déjà interprétée par Nicolas Cage. Tout à fait. Et très bien interprété d'ailleurs. Ah ouais, moi j'avais adoré. Et voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse comics pour dire que en effet, c'est une adaptation très libre, mais en vrai, j'ai envie de dire comme le sont tous les films de super-héros maintenant, t'as aucun film de super-héros qui est une adaptation un pour un d'un comics, tu vois. Là, c'est vraiment très librement adapté, mais je pense pas que ce soit un critère pour dire que c'est moins bien, tu vois. Non, mais de toute façon, pour moi, le concept d'une adaptation, c'est d'adapter l'œuvre. Si tu fais exactement la même chose en film, limite, ça sert à rien, quoi. Si t'ajoutes pas une plus-value... qu'elle soit visuelle, narrative ou quoi que ce soit, bon, ça a assez peu d'intérêt. Après, c'est pas pour ça qu'il faut dénaturer les œuvres, mais... C'est ça. Non, après, c'est parce que j'entendais des fois le ras-le-bol qu'avaient les gens, parce que là, il y a vraiment rien à voir, quasiment. À part l'époque, tu vois, t'as pas grand-chose, t'as quasiment pas de persos qui sont en commun, etc. Mais je trouve pas ça grave, parce que la série est pas là non plus, je trouve, pour surfer sur le succès
Oui. Parce que je pense pas que c'est un personnage qui est foncièrement de succès auprès du grand public, tu vois. Et pas là pour surfer sur le nom Spider-Man même en général, etc. Elle est là pour vraiment proposer quelque chose. Et là-dessus, bah, c'est surtout à ça qu'on juge une adaptation, je trouve, sur ce qu'elle a à proposer et pas juste être une bête copie de son matériau de base, quoi. Ouais, après, c'est vrai que j'ai pas du tout toutes ces refs de Non, Spider-Man. Enfin, je savais que c'était un personnage qui existait même avant de voir Into the Spider-Verse, mais je savais pas du tout. Enfin, je connaissais pas les aboutissants du personnage ni rien. Et d'ailleurs, si vous voulez lire les comics, lisez-les, hein, ils sont très bien. Mais juste, c'est différent, quoi, pour le coup. Ouais. Et un truc que j'aurais peut-être aimé du comics qui soit incorporé dans la série, c'est que dans le comics, t'as vraiment un aspect anti-autorité, etc., tu vois, où t'as Tante May qui est vraiment un peu leader comment dire, d'un parti un peu pas révolutionnaire mais contestataire, quoi, tu vois. Et t'as pas vraiment ce truc dans la série. T'as un peu un côté ACAB des fois dans la représentation, un peu un côté ségrégation avec le personnage de Robbie Robertson, qui est un très bon personnage d'ailleurs, dont on reparlera sûrement après. Mais voilà, et peut-être que j'aurais aimé que ça se soit un peu plus poussé, mais c'est même pas vraiment au comics de base. Par rapport aux comics de base, forcément, c'est aussi dans la série en elle-même, quoi. Mais bref. Bref, c'en est tout du coup pour cet aspect adaptation. Revenons peut-être sur la légende Nicolas Cage. Tu veux parler des acteurs ? Bah on peut se lancer. Je sais plus si c'est ce qu'on avait dit à la base dans ça me paraît bien vu qu'on l'a mentionné. Ouais, on peut se lancer directement sur Nicolas Cage. Bah voilà, quelle claque, hein. Je le trouve très fort aussi, ouais. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'il surjouait. Je trouve pas. Bon, alors pas en tout cas, ça sert le propos, quoi, tu vois. Pas plus que d'habitude, mais après, Nicolas Cage, il a ce truc de vraiment se jeter corps et âme dans ses personnages. Et justement, s'il y a bien un truc qui le caractérise, c'est qu'il demande jamais vraiment. Enfin, les réalisateurs ont jamais vraiment besoin de lui demander d'y aller à fond, quoi. Ils lui disent de faire un truc, il y va, et il se pose pas de questions. Ouais, c'est ça. Et justement, ça, c'est un truc parce que en parlant de Nicolas Cage, autant évoquer son passif avec les comics en général. Il a déjà interprété plusieurs personnages de comics. Déjà à la base, il devait jouer Superman dans un film de Tim Burton. Il a joué Superman. Enfin oui, il a joué Superman, mais pas dans ce que tu penses. Tu parles de The Flash. Ouais, non. Parce que là, bon, oui, il a joué, sans jouer, quoi. Oui. Mais du coup, il devait interpréter Superman dans un film de Tim Burton qui n'est malheureusement jamais sorti. Il y a un super documentaire qui parle de ça. J'allais en parler, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, moi non plus. Et le film était écrit par Kevin Smith en plus, me semble-t-il. Le film de Tim Burton. Ouais, il y a moyen. Bah, j'ai pas les noms, mais oui, c'est quelqu'un. Parce que j'avais vu une conférence de lui, où il devait être dans les scénaristes qui devaient écrire ça, tu vois. J'avais vu une conférence où il disait que Tim Burton n'arrêtait pas de les saouler avec son idée d'araignée géante, là, tu sais. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc qui a été repris dans le Wild Wild West avec... comment il s'appelle Will Smith et je sais plus qui. Oui, oui, tout à fait. Oui, et en fait, ce film, ils ont pas pu faire le Superman de Tim Burton parce qu'il coûtait trop cher. Ouais. Et du coup, à la place, ils ont fait justement Wild Wild West qui a pas du tout fonctionné. Donc c'était vraiment un mauvais call, on peut le dire. Tout à fait. Du coup, le docu s'appelle The Death of Superman Lives. Très bon jeu de mots, parce que le film s'appelait Superman Lives à la base. What Happened? Et le docu est très intéressant. Je vous conseille de le regarder. En plus, il y a plein d'images d'archives de Nicolas Cage en Superman. Ça donnait envie. Il y a eu des tests costumes qui sont absolument prodigieux. Ouais. Et c'est ça qui est réutilisé justement dans The Flash. Exactement. Ensuite, il a joué dans Kick-Ass aussi. Oui, c'est vrai. Qui reste un film de super-héros. Ouais, de comics, une adaptation de comics, hein, et il a aussi fait 2 films Ghost Rider, du coup. Et justement, dans ces films Ghost Rider, le réalisateur, il disait qu'il y avait rien de mieux que de jouer des rôles comme ça avec Nicolas Cage parce qu'il fonçait tête baissée dans les films et que si tu lui demandais de faire le cinglé, il y allait et puis ensuite tu disais non, en fait, ça c'est trop, ça va pas. Ouais. Mais en tout cas, il le faisait à chaque fois. Il se demandait pas mon image. Ah oui, non, très généreux à ce niveau-là. Oui, il donne, quoi. Et il a aussi joué Superman dans le film Teen Titan Go to the Movies. Ah ouais? Ouais. Et en fait, c'est lui qui fait la voix de Superman. Il fait la voix de Superman et son fils qui s'appelle Kal-El. Donc, qui est le prénom de Superman. Le fils de Nicolas Cage s'appelle Kal-El. Ouais, le fils de Nicolas Cage s'appelle Kal-El. Ah oui. Et le fils de Nicolas Cage joue, prête sa voix au petit Bruce Wayne dans ce film, justement. Ok.
Donc voilà, la boucle est bouclée. Une pluie d'anecdotes. Ouais. Et comme tu l'avais dit, le nom Cage vient des comics aussi. Ouais. Et d'ailleurs, il s'appelle officiellement Nicolas Cage maintenant. C'est vrai. Ça, c'est pour les actualités. Ouais, tout à fait. Il a changé de nom là récemment. Il a décidé de s'appeler bien Nicolas Cage. Donc son fils va s'appeler Coppola Cage. Kal-El Coppola Cage. Mais, donc à voir à quel point le mec est fan de comics pour appeler son fils Kal-El. Faut vraiment être cinglé. Tout à fait. Mais là, oui, on sent qu'il est clairement hyper investi. D'ailleurs, c'est sa première série. Arrête-moi si je me trompe. Non, oui, c'est sa première série. Et quelle série. Mais oui, on sent qu'il se donne à fond dans tout ce qu'il fait, etc. C'est marrant parce qu'on avait vu des interviews, enfin des déclarations de lui avant la sortie de la série où il disait je me suis mis dans le mindset où je ne joue pas merde, je sais plus comment il avait tourné ça, mais il voulait pas jouer un humain qui devient araignée, il voulait jouer une araignée qui devient humain. Et je trouve ça assez marrant parce qu'en fait c'est littéralement le plot de la série en fait, un peu. Je pensais pas que ça allait être autant le cas, tu vois, parce que du coup après sa morsure il devient littéralement une araignée, enfin pas littéralement parce qu'il devient pas physiquement une araignée, mais il se met à se comporter comme une araignée qui doit du coup réapprendre à avoir des comportements humains. Ouais, et il le dit, et justement, il apprend ça à travers, en regardant des films noirs, et du coup, c'est ce qui... En fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils instaurent ça dans l'histoire, dans la diégèse, putain, j'arrive plus à parler. Il est très chiant ce mot. Dans la diégèse de la série. Et en fait, je trouve que du coup, ça fonctionne trop bien parce qu'en fait, toutes les rêves que t'as qui peuvent être parfois pompeuses parce que tu peux te dire, il y en a tellement. Mais en fait, c'est juste que le personnage, en fait, c'est comme ça qu'il est redevenu humain en quelque sorte. Et du coup, à la fois, il peut puiser un peu dans sa folie de Nick Cage à faire un peu tout et n'importe quoi parce que c'est une araignée qui devient humain. Et en même temps, toutes ces hyper références, Humphrey Bogart et compagnie, elles sont hyper appuyées et en même temps, c'est pas gênant parce que en fait, le film te le dit la série te dit que il est redevenu humain en regardant des films. Ouais, tout à fait. Donc je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et justement, Nicolas Cage, il a dit avant qu'on regarde la série, il avait annoncé que pour se préparer dans le rôle, il voulait faire à 70% Humphrey Bogart et à 30% Bugs Bunny. Ouais. Et alors, quand j'ai regardé la série, du coup, le Humphrey Bogart, en fait, déjà, le personnage, il ressemble... Enfin, c'est un personnage de film noir. Oui, c'est ça. Donc, ça fait référence au Faucon Maltais, à plein d'autres films. Mais, en fait, du coup, il a ce côté très cynique, très désabusé, et puis il a une diction un peu... Enfin, Nick Cage, il prend un peu une diction très particulière, enfin pas très particulière, mais un peu particulière, et qui ressemble un peu à celle de Humphrey Bogart. Donc là-dedans, je vois très bien où il veut revenir, il n'y a pas de souci, on l'a tous, je pense. Mais le côté Bugs Bunny, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher de Bugs Bunny ? Ouais, je me suis demandé aussi. Et moi, ma théorie, c'est qu'il prend un peu... le côté Bugs Bunny, c'est vraiment qu'il passe de la gravité au burlesque, en fait. Il y a plein de scènes où le personnage, en fait, ce qui lui arrive, c'est très dur, ou alors il a des pensées très sombres, et d'un coup, il switch, et il a un côté très burlesque, très ricanant, très à prendre le truc à la légère. Enfin, pas à la légère. Cartoonesque, mais... un peu. Ouais, un peu cartoonesque. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus c'est pas con, qu'il utilise un peu ce truc Bugs Bunny, c'est dans le switch qu'il fait entre... un truc très grave qui lui arrive et soit le truc très désabusé, allez c'est bon, je laisse couler, alors qu'en fait pas du tout, mais le personnage est en mode je laisse ça couler, etc. Et de l'autre côté un truc très burlesque en fait il commence à crier et à faire n'importe quoi dans tous les sens, quoi. Et en fait je trouve qu'il se donne à fond en plus du début à la fin, parce que j'avais un peu peur que ce soit épisodique. Déjà au début j'avais peur de plus trop le voir. Parce qu'en fait, au début, on voit beaucoup Nicolas Cage et moins Spider Noir. Oui. En tout cas, au début, on voit quasiment pas Spider Noir. Oui. On le voit assez peu dans la série, finalement. Et au fur et à mesure, on le voit de plus en plus, Spider Noir. Mais j'avais peur, justement, qu'on passe vraiment du début, il n'y a pas du tout Spider Noir. À la fin, il n'y a quasiment plus du tout Nicolas Cage, quoi. Et en fait, c'était pas le cas. Donc ça, déjà, ça m'a fait le plus grand des plaisirs. Surtout que son truc, au début, c'est qu'il n'est plus Spider Noir, du coup. Ouais. Enfin, il essaye de ne plus l'être, du moins. Sinon, niveau jeu d'acteur, tout est beau à voir. Enfin, quand il fait ses tics d'araignée, là, où il fait clac, 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 clac. Ça, c'est brillant. Et puis en plus, en fait, ce qui est fort avec Nicolas Cage, c'est que ça évoque même... Enfin, il y a certains plans, certains trucs qui m'ont évoqué des films qu'il a pu faire avant. Mais en fait, la plupart du temps,
en fait, il a tellement réussi. Après, moi, j'ai vu plus de 80 films avec Nicolas Cage, 85, je crois. Donc, c'est quand même bien. J'ai quand même un bel univers en tête. Ouais. Et en fait, il a tellement partagé d'émotions complètement différentes dans tous ses films que tu les retrouves tous un peu dans certaines mimiques. Et ça t'évoque même plus tant la rêve d'un film que une rêve diffuse à plusieurs personnages en même temps. Enfin, c'est assez impressionnant et c'est pour ça que je suis fan de cet acteur, parce qu'il arrive toujours à proposer des trucs qui sont un peu loufoques. Et en fait, tu te dis, bah là, un autre acteur à qui on aurait demandé la même chose, il aurait jamais pu faire ça, en fait. Enfin, c'est pas pouvoir dans le sens, il est moins fort, mais juste, il aurait jamais fait de la même manière, parce que c'est un rôle où t'as vraiment des moments, t'as des moments de folie, de incohérence même, le personnage réagit n'importe comment. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un truc qui est très cagien, justement. Et là, qui fonctionne, mais à merveille. Et je trouve qu'ils y sont allés... Alors, à la fois, ils y sont allés à fond, mais ils sont allés à fond dans certains moments. Disons que c'est pas toute la série où c'est rocambolesque et ça part dans tous les sens. Nicolas Cage fait le guignol. C'est vraiment, t'as des moments très précis où t'as des pulsions d'acteurs, de gestuels qui arrivent et c'est... Enfin, moi, j'ai tellement kiffé. C'est trop bien. Je suis d'accord. D'autant que le reste du casting est très bon aussi, je trouve. Ouais, et bah, commencer par Robbie, justement. Oui, tout à fait. Que je trouve... En fait, alors, pour le coup, c'est le personnage le plus... oui, il y a peut-être Jeannette aussi, mais disons que c'est un des personnages qui est le plus fidèle à lui-même au long de la série, quoi. Ouais. Parce que le personnage de Spider-Noir, lui, enfin de Ben Reilly, il évolue quand même énormément dans la série. Ouais. Kat Hardy, elle évolue aussi énormément. Janet, elle évolue un peu, bon, quand même pas tant, mais bon, c'est celle qu'on voit le moins de ceux-là. Oui. Silverman, il évolue pas non plus énormément. Enfin, vraiment, je trouve que, en tout cas, ils évoluent quand même tous un peu de manière. En tout cas, les personnages changent. Ouais. Même si. Enfin, par certains épisodes, ils vont avoir des moments où ils vont être plus énervés, alors que lui, il est vraiment très lisse du début à la fin, mais ça fonctionne trop bien. Et je trouve qu'il fait très... En fait, c'est lui qui fait le plus Spider-Man, tu vois. Enfin, le plus Peter Parker, du coup. Ouais. Parce qu'il a pas de pouvoir. Journaliste et tout. Il a pas de pouvoir de Spider-Man, mais je trouve que limite, genre lui, il ressemble plus au Peter Parker qu'on connaît, parce qu'il a ce truc déjà très altruiste, très que n'a pas du tout, enfin, qui a perdu justement Ben Reilly. Et je trouve qu'il s'en sort hyper bien parce que dans ce foutoir où il y a beaucoup de persos qui font un peu tout et n'importe quoi, parce que t'as aussi en termes d'acting un peu chelou, t'as Megawatt qui part dans tous les sens. Lui, il propose un truc très lisse et en même temps qui fonctionne hyper bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé son personnage. Ah, bien sûr. Et t'as une relation très cool en plus avec Tombstone, là, je trouve. Looney Lincoln. Où, bon, évidemment, ils sont proches par leur couleur de peau, etc. Ce qui en plus fait un écho particulier dans cette période-là, enfin dans les années 30, même si c'est des années 30 très fictives, hein, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Et globalement, Tombstone et l'Homme Sable, je trouve, ont vraiment un développement intéressant, je trouve, les deux, tu sais. Parce que les deux sont pas foncièrement des mauvais gars, mais pensent que le seul moyen de s'en sortir, c'est justement de se salir les mains, quoi, tu vois. Bah c'est exactement ça. De toute façon, après, c'est on va dire des rebuts de la société, dans le sens où c'est des personnes qui ont jamais été acceptées nulle part et qui, en fait, se voient l'opportunité de devenir quelqu'un en tant que gangster, et ils sortent de la misère comme ça et ils voient que cette solution. Et du coup, les persos, ils sont vraiment... je trouve qu'ils sont même plus intéressants que le personnage de Silvermane, même. Ouais, carrément. Mais ouais, ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve qu'il y a tout ce côté racial qui rentre en jeu et qui est hyper bien développé dans la série. Je trouve que c'est un truc qu'on voit pas trop dans les films de super-héros. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois pas souvent. Et là, je trouve que c'était hyper bien développé. Et justement... en grande partie par le personnage de Robbie, parce que le personnage de Ben Reilly, il est un peu... Enfin, en fait, il y a vraiment plusieurs sous-intrigues, et lui, il est pas du tout dans cette intrigue-là. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et cette lutte des classes aussi... Enfin, tout est amené
par le personnage de Robbie en fait. Complètement. Bah, ce que tu disais tout à l'heure justement, qui est plus dans les comics. Ouais, oui, complètement. Ouais. Oui, il y a tout un truc, ouais, bien sûr, sociétal quoi, un peu autour du perso, etc. Ouais, complètement. Et puis c'est un personnage qui veut foncièrement faire le bien, quoi. Enfin, qui veut que la vérité éclate, quoi, disons. Ouais, et puis là, il y a... en fait, c'est con, mais disons que vu l'époque, c'est vrai que d'avoir un personnage noir détective, en fait, là, ils y vont... Enfin, ils pensent le truc de manière cohérente et logique, tu vois. Le personnage, à un moment, il va... parce qu'il est enquêteur, donc il passe par des chemins pour aller voir les gens qui veulent avoir des entrevues avec eux, mais il peut pas y aller frontalement comme tout détective, sauf que lui, comme il est noir, il y a un moment où il va voir une femme dans sa chambre d'hôtel et elle lui dit partez de là, sinon je crie et qui on va croire entre une femme blanche et un homme noir. Bien sûr. Enfin, voilà. Et je trouve qu'il y a plein de détails comme ça dans la série où en fait c'est réfléchi et c'est pensé et c'est assumé, et en fait parce que t'as trop souvent ce truc de tu vas placer un perso racisé et tu parles pas du tout de comment il s'intègre dans cet univers, surtout que là c'est un univers, c'est les années 30, donc forcément bien sûr. il y a une vraie question autour de ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et après c'est des détails, hein. En fait la série elle est pas du tout c'est pas du tout central dans la série, mais non, mais c'est quand même disséminé ici et là, ça rapporte un côté un peu réaliste entre guillemets à la chose, quoi, tu sais. Ouais, en tout cas ça crée un univers cohérent. C'est ça, tout à fait cohérent, c'est le mot. Donc voilà, petit détail, mais ouais, très excellent perso. Globalement, tous les personnages secondaires sont intéressants, hein, je trouve. Ils sont pas tous sa secrétaire dont j'ai oublié le nom. Jeannette, ouais. Elle a pas un développement de fou, comme tu disais, mais elle fait. L'actrice joue bien son rôle. Le personnage a une fonction qui est claire. Ouais. Et le personnage, en fait, tous les personnages ont des vrais moments à eux aussi, quoi. C'est ça, et ils sont tous attachants à leur manière, je trouve. Je trouve que Janet, elle est très attachante. Même le gamin qu'on voit pas beaucoup, Frankie ou un truc genre, non ? Je sais plus du tout pour le coup ça, mais il a des passages qui sont excellents. Enfin, le moment où il doit jouer l'ombre de Nicolas Cage dans le truc, je trouvais ça trop bien, tu vois. Enfin, c'est des idées à la con, mais qui marchent très bien et qui permettent de donner un rôle à un gosse comme ça, à donner une vraie fonction au personnage, quoi, tu vois. Et ces deux personnages-là, Jeannette et le gosse, ils rajoutent pas mal de dimensions comiques aussi à la série. Ouais, tout à fait. Et je trouve que l'humour dans la série est particulièrement maîtrisé. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a des vrais moments il y a la séquence du téléphone, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu la série vont se rappeler de ça. Mais ça, c'est brillant, c'est complètement con, mais ça fonctionne tellement bien. Ça fonctionne bien, ouais. Il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment... T'as un côté burlesque, de toute façon, dans l'humour. Ouais, c'est ça, Vraiment, presque slapstick, quoi, des fois. Mais c'est très, très assumé, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment cool. Même à un moment, t'as Nicolas Cage qui est là, qui crie « Web !» quand il lâche. D'ailleurs, c'est con, mais ces toiles, visuellement, je les trouve trop cool aussi. Genre. Je sais pas pourquoi, mais elles font hyper réelles, je trouve. Ça, j'ai pas trop vu en couleur ce que ça donnait, mais en noir et blanc, ça fonctionne hyper bien. Ouais, parce que t'as l'impression que ces toiles existent vraiment, je trouve. Tu sais, et ouais, très 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 cool. Et un autre passage qui est assez marrant, je trouve, c'est le moment dans le bar, la toute fin, où il se fait insulter, il est bourré, il sort, il a mis son masque pour revenir, tu sais, tout ça en plan séquence presque, tu vois. Ouais, ça c'est très très stylé. C'est con, mais ça marche très très bien. Et dans cette scène, on va pouvoir parler aussi des combats, c'est une bonne transition. Mais juste avant, dans cette scène, moi ce que je trouve trop bien, c'est le discours qui est avant. Mais ça, c'est tellement genre le moment de Nicolas Cage que t'as envie d'avoir quand tu regardes un film. T'as toujours ce moment où il prend son rôle tellement au sérieux, et en fait les scènes à chaque fois elles fonctionnent vraiment bien. Mais où il pousse le curseur, et si tu regardes la scène en isolé, limite tu te dis où est-ce qu'il est parti, c'est complètement fou. Et en fait ça donne tellement d'émotions, et enfin je trouve que c'est brillant. Genre pour moi il y a aucun autre acteur qui arrive à faire ça, pousser le délire aussi loin à chaque fois dans une scène cruciale d'un film ou là une série, et que ça fonctionne toujours autant. Mais bref, et du coup la scène de baston dans ce bar, je trouve que c'est peut-être la meilleure scène. Enfin moi c'est ma scène de baston préférée, je trouve. De la série. J'ai eu un retour d'un pote qui me disait que les bastons elles étaient nuls. Moi je trouve pas, genre. Non, je trouve pas non plus. Il n'y en a pas tellement non plus dans la série. Déjà il y en a pas beaucoup, et de toute façon tu sens bien que la série n'est pas faite pour ça. C'est pas une série de baston, genre clairement. Oui, c'est ça. Après je pense qu'ils font aussi avec le budget qu'ils ont, comme on disait, tu vois. Genre une que je trouvais peut-être plus faiblarde que les autres, c'est celle dans la rue là contre Megawatt justement. Où tu peux trouver que ça manque un peu des fois de
de plans un peu plus impressionnants les uns que les autres. Mais après, je trouve que dans cette optique aussi, film d'époque et tout, ça me choque pas tant non plus, tu vois. Enfin, ça m'a pas sorti du truc non plus, quoi, tu vois. Mais ouais, et justement, en fait, parce que dans ce délire baston film noir, moi je trouvais ça trop stylé. La première scène de bagarre de Spider Noir, c'est dans une plus grande rue, là, pour le coup, avec des voitures et tout. Et... Quand il arrête le truc d'alcool. Ouais. Et quand tu vois cette scène, genre... moi, je me suis vraiment dit, genre, ah putain, tu vois Spider Noir dans l'environnement film noir. Ouais. Et je trouve que visuellement, ça claque. Genre, je suis d'accord. Parce que t'as vraiment cette ambiance où t'es immergé dans un film noir et t'as Spider-Man qui fait des conneries tout autour. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. Et effectivement, et en fait, du coup, il n'y a pas besoin que les scènes soient magnifiques ou je sais pas, où tu te dis, ouais, ça pète. Ouais, bien sûr. Enfin, juste les scènes fonctionnent et vu qu'il y a ce décalage, moi je trouve que ça fonctionne trop bien du coup. Enfin, je suis d'accord. Ça te crée un petit camoulox qui est assez marrant. Ah ouais, les scènes d'action marchaient très très bien. Moi j'ai parlé des scènes de voltige aussi un petit peu plus tôt qui sont pareil assez rares mais qui sont meilleures que toutes celles qu'on a dans la MCU, donc c'est quand même fort je trouve, tu vois. Genre c'est des scènes des petits bonbons par-ci par-là mais qui passent toujours très bien, qui font très bien leur taf, etc. J'y crois quand je les vois, tu vois. J'ai l'impression de voir Nicolas Cage voler dans les rues de New York et rien que pour ça je suis content, tu vois. Moi, alors pour les scènes de voltige, pas du tout, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que pour les scènes de baston, il y a quelques moments où, en fait, tu sens vraiment que c'est pas Nicolas Cage. Oui, que c'est une doublure, ouais. Et au contraire par exemple, dans la scène du bar, ça fonctionne trop bien parce que, déjà, il est mort-sous, donc t'as un truc très Jackie Chan dans Le Maître Chinois. Ouais. Drunken Master, je crois. Où il se bat en étant bourré, etc. Et là, t'as vraiment ce truc, un peu les mêmes mouvements, Rock Lee dans Naruto et tout, quoi. Enfin, c'est vraiment cet univers de bagarre en mode bourré. Ouais. Et là, ça fonctionne bien avec Nicolas Cage parce que tu te dis, son corps est tout détendu, ça marche. Mais il y a certaines scènes de baston où tu sens vraiment le cascadeur. Oui, forcément. Et en même temps, il y a vraiment des cascadeurs tout le temps. Enfin, les scènes d'action sont vraiment bien branlées, donc il y a des vraies personnes. Enfin, c'est pas de la CGI ou je sais pas quoi. Enfin, oui, c'est clair. Ouais. C'est très pratique, ouais. Il y a des vraies chorégraphies de bagarre. Et en fait, c'est un peu chelou parce que t'as des moments dans la baston où tu sens que le personnage c'est Nicolas Cage, même si c'est un acteur. Hein. Mais du coup, tu sens que le personnage peut pas faire certains mouvements parce qu'il est vieux, etc. Et t'as d'autres moments où je l'oublie un peu. Ça, ça c'est peut-être un léger reproche, on va dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Mais bon, après, ça m'a pas non plus fait sortir non, ça va, de la série. Hein. C'est un petit détail. Je trouvais ça bien rythmé aussi, perso. Je me suis pas ennuyé. J'ai pas trouvé qu'il y avait. Je me suis jamais dit là, c'est long, faudrait passer à autre chose. Enfin. Autant dans les épisodes en eux-mêmes que sur la durée totale de la série, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Genre, j'ai pas l'impression qu'il y a un épisode de trop. Il y a des épisodes un peu plus centrés sur certains éléments que d'autres, c'est ça, forcément. Et qui, du coup, forcément, vont plus vous intéresser que d'autres en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous aimeriez voir de la série, disons. Genre, si votre truc, c'est vraiment l'aspect homme araignée, etc., comment il obtient ses pouvoirs, il y a vraiment quelques épisodes qui vont vraiment vous intéresser. Le reste, peut-être, si vous êtes vraiment friand d'origin story, peut-être que vous avez préféré certains moments que d'autres. Mais ouais, moi, en tant que spectateur relativement neutre, je dis bien relativement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur, que tout était bien foutu. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, très cool. Ouais, je trouve aussi. Après, moi, le seul truc, c'est que je me dis, il y a vraiment des rythmes différents par épisode. Et t'as des épisodes qui paraissent un peu plus longs. Enfin, après, c'est pas forcément négatif, hein, mais t'as certains épisodes, je trouve, où le rythme ou alors le rythme est mieux fait dans d'autres. Parce qu'il y en a aucun où le rythme est atroce. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des épisodes où, je sais pas, ils auraient peut-être. Enfin, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux, mais tu sens que les épisodes sont moins rythmés. D'ailleurs, ça, c'est un truc, on n'a pas trop parlé du montage, mais là où, visuellement, c'est, comme on l'a dit, c'est hyper travaillé, c'est un truc de ouf. Niveau du montage, je trouve que c'est plus simple, quoi. Ouais, c'est vraiment très simple et je vais pas dire flemmard, tu vois, mais il y a pas vraiment de proposition de montage, quoi. Ouais. Dans le rythme et tout, c'est très Enfin, même il y a certains moments où t'aimerais avoir des plans pas séquences, mais des plans qui durent un peu. Ou des fois c'est très. Ça, pas vraiment. C'est très clac. Enfin, c'est très métronomique. Scolaire. Scolaire, c'est ça, exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça reste une série Prime. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça.
On n'est pas sur la série d'auteur par excellence. Oui, c'est sûr. Ah oui, de toute façon, oui, faut prendre la série pour se caler quand même, quoi. Mais pour se caler, je trouve qu'elle le fait, très bien, quoi. Je sais pas si on spoil vraiment, je sais même pas si c'est nécessaire forcément. Bah en fait non, ouais. Ouais. Il y a non, ça vaut même pas vraiment le coup. Moi, j'insisterai sur le fait que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode l'épisode 6 justement. Dans le laboratoire, là ? Ouais, dans le laboratoire, ouais. Qui est, je pense, un de mes épisodes préférés parce que je m'attendais pas à voir tout ce que j'ai vu là-dedans. Ouais. J'aime beaucoup les scènes de flashback, je les ai beaucoup aimées aussi sur comment il obtient ses pouvoirs. Ouais. Ça m'a eu d'ailleurs, j'ai sursauté. Ah ouais. Je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que visuellement c'est un peu cracra et ça fonctionne bien. Ouais, ça marche bien, ouais. Et pourtant là aussi tu vois certaines limites des effets spéciaux des fois, tu vois, parce que t'as des trucs, notamment dans ces scènes-là qui sont très où tu peux le faire difficilement autrement qu'avec du CGI. Ouais. Mais pour autant ça passe très très bien, quoi. Et je trouve ça marrant que dans les scènes de flashback ils aient essayé de rajeunir un peu Nicolas Cage aussi des fois. Ouais, bah ça tu l'as. J'ai l'impression que ces plans je les vois partout maintenant. Ah ouais. Il y a plein de films où ils essaient dans The Flash. Ouais, The Flash. Ouais. Non, mais dans Un talent en or massif dont on avait parlé pendant l'épisode de Anaconda. Ouais, tout à fait. T'as ça aussi. Enfin, t'as plein de petits films comme ça où ils essaient de le rajeunir. Ça fonctionne jamais. Hein. C'est vrai que en fait il a des traits qui font âgé déjà, tu vois. Non, on peut plus le rajeunir, c'est foutu. Et en vrai, même quand il était jeune, je trouve qu'il avait déjà c'est très très mature, tu vois. Genre je sais pas comment dire, mais ouais, non mais je vois. Ouais. Enfin, il a des traits un peu durs, quoi. Enfin, je trouve que tu le rajeunis jamais quasiment, Nicolas Cage, tu vois. Même dans Living Las Vegas, enfin il fait déjà son âge, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Contrairement à beaucoup d'acteurs de sa génération, tu vois. Et c'est pas un reproche que je lui fais. Oui, Calme-toi. Je vais m'énerver. J'ai mon t-shirt Nicolas Cage, je vais m'énerver. C'est vrai, il a un t-shirt Nicolas Cage du plus bel effet, avec en plus pas mal de Nicolas Cage différents, quoi. Bah bien sûr. Le Cageverse en entier, quoi. C'est nécessaire pour aborder une série comme ça. C'est pas un t-shirt que t'as fait faire toi-même, c'est un truc. Non, on me l'a offert. Ah oui, ok, ça c'est beau. Ouais, c'est beau. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, moi, ce petit. Je trouve qu'il y avait plein de petits clins d'œil à des personnages de Nicolas Cage quand même dans la série. Ah ouais. Rien de comment ils sont. Ils l'ont fait pour toi, ça, je pense seulement. Ouais, après c'est peut-être des trucs. Ça c'est pour Mathis, ça. C'est peut-être des trucs qu'il y a que moi qui vois, tu vois, mais. Je trouve qu'il y a un peu à côté très son personnage dans Snake Eyes avec Brian De Palma, ouais. Où il a un personnage très détaché et qui fait un peu détective, enfin vraiment qui regarde un peu partout, qui est très minutieux, etc. À la limite du Spider-Sense. Ouais, ok. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais tu sais, quand il a son petit truc là, c'est un peu son Spider-Sense à lui, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça, ouais, exactement. Je me suis demandé, moi. Oui, parce que ça arrive toujours à un moment où un danger approche, entre guillemets. Ouais, ou alors qu'il a une vraie intuition. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as aussi, du coup, le personnage dans Vampire Kiss dont j'ai parlé en termes de, parce que là pour le coup on est parti carrément c'est la réalisation se rapproche un peu plus de l'expressionnisme allemand, etc., dans certains plans très penchés et tout comme on disait, et justement le truc où ils sont pas allés jusqu'au bout visuellement dans Vampire Kiss dont j'avais parlé, ça c'était l'épisode de The Drama, et là ici ils sont allés à fond dans là-dedans, et du coup tu retrouves des gestuels un peu les gestuels un peu foldingues qui sont dans Vampire Kiss. Je trouve que justement il faut savourer cette série. À la limite, regardez tous les films de Nicolas Cage une fois que vous avez vu la série et revenez sur la série ensuite et profitez. Et pareil, un peu le changement d'attitude entre les deux persos comme dans Ghost Rider. Enfin voilà, bon après là on commence à partir un peu loin, mais. Alors, parlant de gens qui vont un peu loin, j'ai vu des fous on parlait du truc couleur noir et blanc. Ouais. Et des mecs, ils ont fait un truc où tu peux regarder certains épisodes en couleur et d'autres en noir et blanc. En fonction de ce qu'il t'a raconté, etc. En mode épisode 1, noir et blanc, épisode 4, couleur, 6, noir et blanc pour les flashbacks et tout, tu vois. Ok, ouais. Et j'ai pas essayé, mais il y a des gens qui font ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des épisodes qui s'y prêtent mieux. Par exemple, les 2 premiers épisodes, c'est vraiment détective à fond, quoi. Ouais. Donc, les 2 premiers épisodes, je pense que tu peux pas les voir en couleur. Enfin, dans cet esprit, tu vois. Je trouve que la plupart des épisodes ont ce côté-là, quand même. Hein. Genre, ouais, c'est vrai. Genre, même les fameux épisodes laboratoire et tout, là, je les vois pas en couleur, quoi. Pour le coup, oui, non, là non plus, ouais. Les épisodes flashback et ces épisodes-là non plus. Mais tu vois, les épisodes un peu plus où
À la limite, quand Robbie va dans Harlem et tout. Ouais, oui, tout à fait. Oui, il y a en fait, les épisodes d'extérieur, quoi, où il y a plus d'extérieur, oui, à la ça. limite, tu vois, et qui sont pas des extérieurs de nuit, du coup. Regarde en noir et blanc, quand même. Mais bon, ouais, ça vaut pas vraiment le coup de. Pour ces quelques minutes. On n'a pas parlé du générique, mais. Ah, purée, mais oui. Excellent générique. Ah, mais j'ai la chanson encore en tête. Ouais, non, mais très, 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 très cool. À une ère où à une époque où je trouve que les séries se branlent de plus en plus sur leur générique. Ouais. Des fois, t'en as même plus de générique, t'as juste un titre avec une musique. Là, il y a un travail qui est fait visuellement, une musique qui a été faite, je crois, en plus pour l'occasion. Non, très bien, franchement. Je l'ai jamais passé le générique sur aucun épisode. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un no-skip. Et il est à la fois visuellement et la musique, tout est parfait. Enfin, ça fonctionne tellement bien. Ouais, complètement. Et en fait, il y a plein de détails que tu vois pas au premier visionnage, parce qu'il y a plein d'imbrications, de plans. T'as 8 plans en un tissés entre les toiles, etc. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, il y a des trucs qui te sautent aux yeux parce que tu les as vus dans un épisode d'avant. Moi, je me suis même demandé si le générique changeait pas à chaque épisode, quasiment. Enfin, pas à chaque épisode, mais. Je peux poser la question, mais. Parce que. Il y a un perso que j'avais pas du tout fait attention dans les 2-3 premiers épisodes, puis en fait quand il arrive je me dis ah purée, et en fait le générique d'après je l'ai vu, mais en fait il était déjà dans celui-là. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste que tu fais pas attention au même truc, au même moment, de ce que tu sais, de ce que t'as vu, et je trouve qu'il est vraiment vraiment très très réussi. Et c'est un des meilleurs génériques de séries récents, enfin je trouve vraiment. Ouais. Après je regarde moins de séries que toi, mais oui, en tout cas, il y a plus maintenant quasiment de génériques qui me marquent vraiment perso dans les séries. Bah ouais, c'est ça en fait. Il y a de moins en moins de génériques même, je trouve. Ouais, mais même dans les films, hein. Oui, même dans les films. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, mais. Ouais, tout à fait. Un art qui se perd. Ouais, franchement, moi je trouve que ça fait tellement du bien des vrais bons génériques comme ça. Ouais, carrément. Surtout que la musique est relativement moderne en plus, je trouve. Il y a un côté jazzy années 30, mais t'as quand même tu vois que c'est un enregistrement actuel et tout, que c'est enregistré maintenant, quoi. Et ça fonctionne tellement bien. Et ça marche bien, quoi, ouais. Mais en fait, c'est dans ce qu'on a dit, c'est ce truc un peu entre tradition et modernité. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et il refait les. J'ai fait les mêmes gestes que toi avec les mains. mais ouais, c'est vraiment trop réussi, je trouve. C'est magnifique. Bon, je pense que globalement, on recommande Spider Noir. Moi, bof. Non, mais oui. Que vous soyez fan de Spider-Man et de Nicolas Cage ou pas, hein, attention. Ouais, c'est ça. Parce nous, on va dire que c'est une série qui nous était destinée, je pense, quand même. Le mot destin, je pense, n'est pas de trop. Puis là, on se branle un peu sur des détails, mais. Mais des détails qui concernent Nicolas Cage et toi t'es un peu allé plus en profondeur sur l'origine story du personnage et tout, mais en soi en vérité il y a pas besoin de tout ça pour voir tout à fait. La série elle se becte exactement. Très bien. Et oui, évidemment, maintenant on se pose la question à chaque fois qu'un truc de super-héros sort, mais évidemment vous n'avez rien besoin de voir avant pour regarder ça. Non, juste regardez ça. C'est 8 épisodes qui passent assez vite, qui font tous 45-50 minutes, un truc comme ça. 45 minutes chacun, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça se regarde très bien. Et c'est trop cool, quoi. Vraiment, regardez ça. Et je suis content, en vrai, de voir ce genre de produit. Parce que ça reste un produit de gros studio, tu vois. C'est pas un truc d'auteur, comme on a dit. Mais je suis content de voir des produits aussi bien, avec un minimum d'attention sur les visuels, sur la forme, globalement, et avec un fond qui tient la route, quoi. Ouais, et puis même sur le fond, parce que le fond, il est vraiment... on en a un peu moins parlé, mais le fond, il est très, très inspiré film noir aussi. T'as toutes les caricatures du film noir. Et pourtant, ça en fait une œuvre qui est hyper moderne et qui, tu te dis pas, c'est une redite de ce qu'on a déjà vu. T'as le détective désabusé, alcoolique, etc., qui a plus du tout foi en l'humanité. T'as la femme fatale... chanteuse de cabaret. Ouais, chanteuse de cabaret qui est à la fois séductrice, mais à sa sensibilité, qui joue sur 2 tableaux, effectivement. Enfin, t'as cette ville aussi, parce que la ville, elle a un vrai rôle aussi dans la série. La corruption, ça c'est tout. Enfin, c'est que du film noir, quoi. Ouais. Et tout ça, ça fonctionne hyper bien et c'est assez neuf. Effectivement, on m'a aussi dit que les Némésis, on dira, enfin les méchants, quoi. Ouais. Ils étaient pas terribles. Moi, je trouve pas. Moi, j'aime bien le personnage de Silvermane. Après, c'est sûr que déjà, c'est... Il est très unidimensionnel, quand on va dire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je trouve que le personnage en tant que tel, il évoque peut-être pas grand-chose. Mais le personnage, en fait, pour moi, c'est vraiment le personnage qui a la main mise sur la ville. Et du coup... Ouais. T'as tout ce qui se passe dans la ville est toujours lié à ce mec, et dès qu'il y a quelque chose, peu importe si c'est
le maire, le chef de la police, dès qu'ils font un truc, c'est en réaction à lui. Et en fait, c'est vraiment le grand Manitou de cet univers-là. Et je trouve que là-dedans, le personnage est vraiment hyper intéressant. Mais après, c'est pas un personnage avec qui il se bat vraiment ni rien. Donc c'est vrai que t'y perds le côté peut-être vraiment au affrontement final et tout. Mais enfin, en tout cas, le truc de baston... Oui, bien sûr. Peut-être c'est sûr que dans un... de ça, mais... Puis c'est surtout que dans un... Ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les personnages sont quand même relativement gris. Ouais. Lui, on va dire que c'est un gris très très foncé. Parce qu'il a pas grand-chose de positif à offrir, tu vois. Mais tous les autres sont très nuancés, je trouve. Et t'as l'impression de voir des humains, en fait, tout simplement, je trouve, tu vois. Ouais, t'as quand même Robbie, qui est très... Ouais. Lui, il a pas vraiment de défaut, c'est quoi. vrai qu'il a pas vraiment de défaut. Il est un peu trop parfait, par exemple. Parce qu'encore, t'as Jeannette qui peut avoir des petits défauts, enfin, qui est un peu plus, on dira... Enfin, voilà, qui... Je sais même pas comment dire. Elle a pas vraiment de défaut non plus, mais... Ouais, je vois ce que tu veux. Non, mais après, je vais surtout en tête, Ben Reilly, la chanteuse, l'homme sable, etc. Ouais. Et oui, après, oui, ça reste... Oui, c'est vrai que Robbie est très, très, très bon. Ouais, c'est ça. Mais le personnage n'en reste pas moins... Oui, il reste intéressant, tout à fait. Bref, du coup, regardez Spider Noir. Si c'est pas encore fait, regardez en noir et blanc de préférence. Après, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas vous darons, mais on vous conseille de regarder en noir et blanc. Et moi, alors, un truc que j'ai adoré, et là, justement, ça permet de clôturer, je pense que c'est pas mal. En fait, les films noirs, ils se terminent toujours en... c'est toujours le fatalisme, le destin, enfin voilà, tu peux rien y faire. C'est très cynique. Ça se passe toujours mal, les films noirs. Ouais. Les films de super-héros, c'est totalement l'inverse. Tout à fait. Et alors, je n'avais pas pensé avant de regarder la série. Et au fur et à mesure, tu vois, peut-être au 3 ou 4e épisode, je me suis dit, merde, en fait, je sais même pas du tout est-ce qu'il va y avoir une happy ending, est-ce qu'il va y avoir une fin à la film noir. Et bah voilà, vous saurez pas. Mais, mais regardez pour ça. Et en fait, c'est intéressant parce que en fait, t'y vas sans savoir. Enfin, c'est con, mais en fait, parce que tu vas regarder un film noir, tu sais que la fin, voilà, ça va être cynique et que, en fait, voilà, la corruption l'a remporté et machin. Tu vas aller voir un film de super-héros, tu sais très bien qu'à la fin, bon, le super-héros, il s'en sort très bien. Enfin, en général, après, il y a toujours des exceptions. Hein, oui, bien sûr. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en général, c'est quand tu vas voir ces films-là, tu sais à peu près à quoi t'attendre sur la fin. Bah là, du coup, moi, quand j'ai lancé, je savais pas du tout. Et je trouve que c'est un bon point aussi, positif. Ouais, je suis d'accord. Enfin voilà, c'est peut-être un truc con, mais bon point positif, en effet. Je me l'étais pas figuré, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose, ouais. Enfin voilà. Après, en fait, au fur et à mesure, enfin, disons que quand le dernier épisode commence, même, tu sais à peu près comment ça va se finir. Mais, oui. Mais sur la série, tu sais pas trop où ça va te mener, donc. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est assez cool, je trouve. Bref, du coup, regardez Spider Noir. Dites-nous ce que vous en avez pensé, évidemment. Bien sûr. En particulier, si vous n'êtes pas fan de super-héros, etc., c'est toujours intéressant à apprendre. Ou de Nicolas Cage. De Nicolas Cage, bien sûr. Qui est un super-héros à lui tout seul, on va dire. Il y a le Cageverse. Le Cageverse. On va enchaîner rapidement sur une actualité que j'ai vu passer et que je t'ai partagée, c'est la sortie d'un nouveau film de la franchise 21 Jump Street qui s'appellera 24 Jump Street. Parce qu'ils ont skip le 23. Ouais, ils ont fait la même blague que Brice. Brice 3. Qui du coup, tu me l'as fait remarquer, se fera visiblement sans Phil Lord et Chris Miller. Ouais, ça c'est un peu... Qui étaient d'ailleurs deux scénaristes / producteurs qui étaient impliqués dans Into the Spider-Verse et qui ont été aussi producteurs exécutifs sur Spider Noir. Oui. Voilà. Et dont on a déjà parlé en évoquant Project Hail Mary. C'est ça. Et du coup, c'est eux qui avaient fait aussi 21 et 22 Jump Street. Ouais. C'est ça, ils ont fait les deux. C'est ça, ouais. Et là, ils seront pas là sur le 3e du coup. Ouais, ce qui... Bon, du coup, à voir, mais ça donne quand même envie en vérité. Parce que je crois que c'est coécrit par Jonah Hill. Enfin, le projet reste un peu entre ces mêmes potes, ces mêmes gens. Oui, quoi. bien sûr. Mais puis rien dit qu'ils ne seront pas producteurs exécutifs. Oui, aussi, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, à revoir le duo, ça donne envie, quoi. J'imagine. Faut toujours que je les vois, je les ai toujours pas. Du coup, ce sera l'occasion pour le coup. Ouais. Bah, carrément. On va enchaîner sur notre thème du mois. Avec grand plaisir. Qui du coup, évidemment, était... Notre thème du mois, maintenant, est toujours en rapport avec l'œuvre dont on parle. Et donc là, le thème du mois a été Association parfaite. Simplement, hein, en toute subtilité. En toute subtilité. En toute humilité.
Bah vas-y. Tu veux que je commence ? Ouais, bah pourquoi pas. Eh ben, il en faut bien. Je peux commencer, ouais, si tu veux. Ça va aller relativement vite en plus. Moi, j'avais envie de parler d'un album musical qui est du coup un album collaboratif. Entre t'as choisi un album aussi. Ce serait excellent qu'on ait choisi le même parce que c'est vrai qu'on se dit jamais oui bah oui, c'est tout l'intérêt et j'ai hâte du jour où on va sortir la même chose. Et vas-y, on prend des thèmes tellement vagues, ce serait vraiment fou qu'on dise la même chose. Non, du coup, c'est un album qui est du coup un album commun entre Brian Eno et Fred Again. Je ne sais pas si tu connais ces personnes. Non. Super. Tout simplement. c'est pas ce que j'ai choisi du coup. Du coup, pour faire très simple, Brian Eno, c'est un musicien britannique qui a littéralement inventé un genre musical qui est l'ambiante. Bon, pas mal. Pas mal. Sur le CV, ça fonctionne bien. Est-ce que l'ambiante, ça te parle ou pas du tout ? Pas tant. L'ambiante, c'est un style... pour les fans, désolé, je vais pas être le plus exhaustif possible. Je vous fais la définition telle qu'elle vient. C'est un style qui est globalement associé à l'électro, dans le sens où c'est beaucoup d'instruments synthétiques, de claviers un peu des années 80, 70, etc. C'est très très lent, où tu vas vraiment avoir des notes un peu par-ci par-là. T'as pas vraiment de structure, t'as pas de refrain, t'as pas de choses comme ça. C'est juste des enchaînements d'accords ou de notes, des nappes en fait un peu, tu vois, très synthétiques en général. Ouais, donc ça va être des claviers, des pads, des choses comme ça, très éthérés, très lents. Et qui peuvent un peu faire penser à de la musique de film entre guillemets, tu vois, genre dans le sens où comme je disais, t'as pas de vraie structure, t'as généralement pas de voix sur l'ambiance, t'as peu d'éléments rythmiques aussi, t'as pas vraiment de batterie ou de choses comme ça. Et Brian Eno, lui, il a inventé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas très fortement popularisé et perfectionné ce genre-là, notamment dans les années 80 si ma mémoire est bonne, avec un album qui s'appelait Music for Airports, qui, comme son nom l'indique, et il a fait cet album en se disant je veux faire des musiques qui pourraient passer en aéroport, donc des musiques qui sont là juste pour habiller une pièce, tu vois, qui vont pas te déconcentrer si tu fais quelque chose, et où quand tu l'écoutes, t'as vraiment ce truc où à tout moment t'as l'impression que tu vas entendre une annonce d'aéroport, quoi, tu vois. Donc c'est un truc très lent, je crois que c'est genre 4 morceaux, les 4 morceaux durent 10, 15 minutes, et des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, c'est des choses comme ça très très longs où t'as pas de vraie évolution dans les morceaux, c'est vraiment des choses très lentes, etc. Et ça peut paraître bizarre comme style, mais moi je trouve ça très reposant à écouter, et c'est notamment un style que j'écoute beaucoup en lisant, perso. Parce que du coup, bah, t'as cet aspect où t'as pas de voix qui te dérange, t'as pas de choses comme ça, c'est un truc qui s'écoute très facilement. En fait, moi ça me permet d'avoir un truc quand même dans les oreilles, qui me déconcentre pas ma lecture, mais qui m'empêche de perdre ma concentration pendant que je lis. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Je vois. Et donc bref, ça c'est Brian Eno. Et de l'autre côté, t'as Fred Again, qui lui est un musicien beaucoup plus récent, britannique aussi, qui lui fait de l'électro, il fait surtout de la house et du down-tempo, donc on va dire de la house un peu lente, un peu simpliste, etc. Et du coup, ils ont fait un album commun, et c'est un super album qui s'appelle Secret Life, et qui du coup est un album à la fois qui mélange du coup l'ambiante et la house et le down-tempo un petit peu, tu vois. Et en fait, bon, c'est difficile d'en parler sans l'écouter forcément, mais je trouve que c'est un album où en fait tu sens très bien ce que les deux vont apporter, tu vois, au projet. Et c'est vraiment le mix parfait des deux genres, où t'as du coup un côté très éthéré, très lent, très ambiant justement, de l'ambiante, mais en ayant quand même des structures un peu plus classiques, avec un peu de rythme des fois. T'as un petit peu de voix aussi. Fred Again, il est connu pour... il s'est fait connaître à la base parce qu'il prenait des vocaux qu'on lui avait envoyés et il en faisait des musiques, tu vois. Il créait toute une musique autour, et t'as le message vocal qui revenait soit en refrain, soit en truc comme ça, tu vois. Ok, c'est pas il mal, remixait ça. Et en fait, il a fait toute une trilogie d'albums où en fait tous les tracks sont des noms sont des prénoms. Et du coup, c'est juste le prénom de la personne qui lui a fait le vocal, et il a fait toute une musique autour, tu vois. Et là, du coup, tu retrouves ce truc. Là, t'as pas de message vocal dans le truc, c'est plus sa voix à lui qui est posée. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas une voix avec vraiment des couplets, des refrains. La voix, elle est vraiment utilisée comme un instrument limite, comme truc de fond. C'est un truc qui est noyé dans les instruments, qui est pas mis en avant comme dans un morceau plus mainstream, quoi, disons. Et donc voilà, je vous recommande d'écouter Secret Life si vous voulez un album qui est un peu c'est très mélancolique comme ambiance, ça fait un peu ambiance
été, coucher de soleil, je dirais, Ouais. tu vois. Vraiment, t'as un truc mélancolique très cool à écouter. C'est parfait C'est pour l'été. C'est parfait pour l'été en vrai. Enfin, c'est parfait pour toutes les saisons, mais pour l'été d'autant plus. Et tiens, je vais te montrer la cover vite fait parce que je trouve que c'est un album où le son ressemble plus à la cover, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, c'est marrant. Parce que du coup, tu verras qu'en fait, la cover, c'est juste ce que je viens de t'expliquer globalement. Et c'est sorti en quelle année, ça? C'est sorti en 2020, je crois, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça la cover, tu vois. Et c'est vraiment l'ambiance de l'album, Ouais. tu vois. L'album sonne comme cette image, tu vois. Sonne comme ce à quoi ressemble cette image. Et ouais, c'est un super album. 2023, donc c'est assez récent. Et ça, pareil, c'est un album que j'aime beaucoup écouter en faisant quelque chose à côté ou même juste comme ça, en écoutant de la musique, quoi. Ouais. Et bref, je vous recommande Secret Life de Fred Again et Brian Eno. Ok, original. Bah merci. Non, ça a l'air pas mal en vrai, à écouter en faisant autre chose. Ou alors Par pur plaisir. par plaisir, tout simplement. Je te laisse enchaîner sur ton thème du mois. Ouais, bah moi j'ai choisi aussi du coup comme association parfaite. Au début, j'avais pensé à genre acteur réal ou deux acteurs ensemble. J'y ai pensé aussi. Et après je me suis dit bon en vrai voilà, on parle quand même souvent de films et je me suis dit du coup autant partir dans la musique. Mhm. Et bah moi récemment une association parfaite. Enfin en fait quand j'ai pensé à musique je me suis dit une association parfaite qui m'est venue en tête c'est celle-là qui m'est venue en premier et je trouve qu'elle résume bien. Enfin pour moi ce thème fonctionne à merveille pour cette association parfaite. Okay. Et du coup c'est deux albums qui sont sortis en 2024 et 2025 qui s'appellent Bitume Caviar volume 1 et volume 2 et qui ont été faits par Isha et Limsa Dolné. Ah oui, ok. Et j'ai pas écouté, mais j'ai la ref. Et ben c'est à écouter de toute urgence. Non, en fait, et du coup, c'est donc deux rappeurs. Il y en a un qui est de Bruxelles et l'autre qui est du 9-3. Et donc Isha, il est de Bruxelles et lui, je l'écoute depuis assez longtemps quand même. Depuis quasiment La Vie Augmente 2, je pense. Mm-hmm. Et donc il a sorti en 2017 un premier album qui s'appelle La Vie Augmente. Il en a fait une trilogie. Et son rap, c'est à la fois... Enfin, en fait, c'est très cru. Et c'est un peu sombre, mais c'est vraiment genre... Enfin, c'est assez violent, la facilité qu'il a à parler de ses traumas. Il sort des dingueries en permanence. Ok. Mais c'est... Moi, je trouve ça hyper riche. En fait, déjà, techniquement, je le trouve trop fort. Et ce qu'il fait, ça m'a toujours plutôt parlé. Et... il a commencé du coup j'ai découvert l'autre rappeur Limsa Dolné justement en feat avec Isha à l'époque en 2022, enfin à l'époque je dis ça comme si c'était il y a super longtemps mais oui bien sûr. Et donc c'était dans Starting Block. Ils ont refait un son ensemble sur je crois que c'était en 2023 sur Labrador Bleu, donc c'était Modou, donc un album de Isha. Et ensuite j'écoutais pas trop ce qu'il faisait et il a sorti un son avec Ben PLG qui a l'immense rappeur lillois, le meilleur de sa génération presque. Et lillois ouais, enfin il est du Sac Neuf quoi. Ok, je savais plus. Mais donc il s'appelle je crois qu'il est plutôt région dunkerquoise ouais, PLG, okay. mais maintenant il vit à Lille. Bref, et du coup qui s'appelait Trucs sentimentaux, le son, et c'est là où je me suis pris une vraie claque sur Limsa et je me suis dit il faut que j'aille commencer à écouter. Et ils avaient fait, enfin lui aussi il a fait une trilogie d'albums qui s'appelle Logique et qui est pareil, techniquement Limsa il est hyper chaud aussi. Après moi j'ai très peu de références musicales pour expliquer comment pour expliquer vraiment ce qu'ils font, etc. Ouais. Je dirais que Bitume Caviar, c'est peut-être du boom bap, on va dire. Okay. Et c'est un style qui est... déjà, en fait, ces deux rappeurs-là, c'est des mecs qui posent vraiment leur voix et qui ont jamais non plus des grosses instrus dansantes ou quoi. Ils en ont fait, en tout cas, Isha en a fait quelques-unes, mais plutôt en feat ou quoi. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est quand même des sons assez posés sur des instrus qui envoient un peu, mais des trucs assez chill en arrière-plan, justement pour laisser la place au texte et à leur prosodie de faire ce qu'elles ont à faire, de nous émerveiller. Okay. C'est beau.
Et du coup, c'est assez style un peu genre rap français des années 2000 dans l'idée, je trouve. Et donc, beaucoup de place au texte et à la technique, etc. Ouais. Et il y a un peu un style banlieusard, voyou désabusé dans cet album. Après, c'est un peu ce qui caractérise aussi leurs deux univers à chacun d'entre eux. Ouais. Et dans cet album, ils font un peu un portrait de la rue. Du coup, Bitume Caviar, donc c'est l'idée de l'album, c'est ça part de la rue et on en fait une sauce caviar, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, mais de toute façon, c'est le lien entre. Puis c'est aussi l'élèvement social. Enfin, ça parle de pas mal de choses. En fait, c'est assez marrant parce que ça parle de la rue, de l'urbanité, etc., de la banlieue, machin, et ça parle de l'élévation sociale, mais il y a énormément de contradictions dans ce qu'ils racontent. De toute façon, ils sortiront jamais vraiment de là où ils viennent, etc. Ouais. Et c'est pas du tout des mecs qui vont glorifier la vie dans la rue ou enfin voilà, ils parlent de deal, etc. Mais je veux dire, c'est enfin, en fait, ils en parlent, mais ils disent pas que c'est de la merde, ils disent pas que, enfin tu vois, juste ils en parlent de manière très crue et très simple et très imagée, très quotidienne, quoi, par exemple. Ouais, et puis surtout avec des punchlines qui sont lunaires, en fait. Enfin, ils utilisent des mots d'argot assez violents et en même temps des trucs très doux. Enfin, en fait, ils font... c'est plein d'oxymores, mais même dans la réflexion de ce qu'ils proposent, je trouve. Et c'est à la fois sombre et comique, un peu à leur image, finalement. Et enfin voilà, c'est un vrai projet qui sent le rap un peu indépendant. Enfin après, c'est quand même Isha, c'est quand même un gros rappeur et tout maintenant, mais en tout cas, tu sens que c'est un projet qu'ils ont fait à deux et ils se sont pas bridés à sortir tel son. Enfin, en tout cas, ils voulaient pas faire des sons dansants. De toute façon, ils en parlent pendant tout l'album. Que justement ils veulent faire du rap pas de puriste, mais du rap de mecs qui ont des trucs à dire, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et autant les instrus, c'est pas du tout les trucs les plus importants de leur musique, autant il y a pas mal d'instrus qui sont hyper cool, et il y a notamment une transition d'instrus qui est ouf dans le premier album. C'est entre plan A et plan B, le plan A et le plan B. Du coup, c'est deux sons qui s'enchaînent. Et en fait, t'as une instru au piano assez enjouée, on dira. Et à la fin du son, l'instru s'arrête et celle du son d'après reprend la même mélodie, mais de manière beaucoup plus sombre. Et enfin, ça reste un petit piano, mais beaucoup moins harmonieux que dans celui d'avant. Enfin, il y a quand même plein d'idées aussi. Petits concepts. Après, ils font pas ça du tout entre chaque son, hein, mais il y a vraiment des idées aussi de réflexion sur les instrus, etc., qui fonctionnent trop bien. Et puis voilà, c'est que des, comme j'ai dit, c'est que des punchlines un peu à tire-larigot, avec des images très concrètes, et c'est un peu trivial aussi dans ce qu'ils racontent. Mais du coup, ça donne un peu une authenticité qu'on n'a pas toujours, je trouve. Et l'association des deux, elle est assez cool parce que je trouve qu'ils sont hyper complémentaires, en fait, ces deux mecs. Déjà, Isha, il a une voix hyper grave et il est compensé par... en fait, c'est pas du tout chanté, mais en fait, Limsa, il joue tellement avec les sons, Enfin, il s'amuse tellement avec la langue française que c'est presque du chant ce qu'il fait. Mais pas du tout, en fait, vous allez dire. Mais c'est mélodieux, en tout cas. Ok. Et du coup, ça contraste vachement avec la voix hyper grave de Isha qui envoie des dingueries à longueur de punchline. Et puis en plus, rien que dans leur manière d'écrire, en fait, ils racontent un peu les mêmes choses, mais d'une manière différente, je trouve. Chez Isha, t'as une vraie, on va dire, une introspection de ce qu'il pense, etc. Et Limsa, lui, c'est beaucoup plus... il va parler de ce qu'il voit, en fait, du réalisme de la banlieue, de la rue qu'il a autour de lui, quoi. Et les deux, ils sont assez ironiques et crus, mais ils ont pas le même prisme, et ça rend le truc hyper intéressant, je trouve. Ok. Voilà, en gros. Et pour parler du deuxième
du volume 2. En soi, c'est assez similaire. Hein. Je trouve qu'il est un peu plus homogène que le 1 dans les sons qu'il propose, etc. Mais au global, c'est la même ambiance. Un peu plus mature quand même. T'as des sons comme Fin de ce monde, etc. qui, en tout cas, c'est des sons qui prennent du recul sur ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, ce qui se passe en France, etc. Ce qu'ils ont beaucoup moins dans le premier album, justement. Ouais. Et voilà, en espérant que ce soit... C'est vrai que je me suis jamais renseigné, mais en espérant que ce soit une trilogie quand même. Et voilà, en gros. Hein. Si vous aimez les trucs, vraiment, les descriptions très visuelles, l'humour un peu désabusé, et voilà, avoir deux personnages un peu à la fois hyper vulnérables et hyper arrogants, et ben je vous conseille d'aller écouter ça vaut le coup. J'avoue que je suis passé à côté pour l'instant, mais ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je les écoute. Du coup, on va finir par Enfin, pas finir, mais on va enchaîner avec un petit jeu. Ouais, carrément. Du coup, je t'avais proposé qu'on se fasse un petit Roland Gamos d'acteurs et d'actrices, comme on l'avait fait dans l'épisode 3, si ma mémoire est bonne. Mais là, je viens de penser à un truc. Ouais. Là, on a parlé de Spider-Man. Ça peut être marrant de faire un genre de Roland Gamos, un tic-tac on dit chacun un acteur qui a joué dans un film live Spider-Man. On peut faire une comme ça, et ensuite on fait un Roland Gamos un peu plus classique, peut-être. Faisons comme ça. Ça, on reste un peu dans le thème. Du coup, juste on cite des acteurs qui ont joué dans des films Spider-Man. Hein. Ouais, pas Spider-Man. des films où il y a un Spider-Man qui apparaît. Sinon, là, les films nommés Spider-Man, quoi. Ouais, sinon c'est infini. Oui, bien sûr. Bon, déjà là, on apprend. Oui, déjà. Bon, après, franchement, moi, je suis peut-être. Enfin, on va voir. Mais... Vas-y, commence si tu veux. Allez, on va commencer par le plus évident, Tobey Maguire. Andrew Garfield. Tom Holland. Kirsten Dunst. Emma Stone. Zendaya. Allez, Willem Dafoe. Alfred Molina. Jamie Foxx. Rhys Ifans. Jake Gyllenhaal. Michael Keaton. Ah, pas mal. Ça y est, moi je commence à être pourri déjà. Robert Downey Jr. Ouais. Thomas Hayden Church. Ok. L'homme sable. Ah oui, ok. Je l'avais plus. Pour les intimes. Ouais. James Franco. Oui, évidemment. Gwyneth Paltrow, tiens. Qui a joué à la fin de Homecoming. Qui n'avait aucune idée qu'elle jouait dans un Spider-Man à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, elle avait dit après, j'ai fait cette scène, mais je savais pas pourquoi. Pas mal en vrai, elle s'en est bien sortie. Non. Ceci explique cela. Merde, tu m'as perdu avec ton anecdote. Pardon. Bon, ça y est, je commence à être nul, là. En fait, j'ai plein de têtes de bec, mais je sais pas comment il s'appelle. Aïe, la honte. Bon, voilà. Je vais pas réfléchir pendant 1 heure. Il y avait Dan Diane aussi, non? Dan Diane? Ouais. Je sais même pas qui c'est. Si, c'est le mec qui joue le bouffon vert dans Amazing Spider-Man 2. Ah, ok, bah non, j'avais pas son. Je vois très bien sa tête. J'ai plus son nom, là, qui jouait Venom dans Spider-Man 3. J'ai plus son nom, bref. Ouais. Mais dans les persos, dans les principaux, il y a Bruce Campbell aussi. Ah, putain. Ouais, non, là, j'ai abusé. Ouais. Mais je l'avais pas. J'y ai pas pensé en fait. Non, bah écoute, pour une fois que j'en gagne un, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ah, non, j'en avais un en plus. J'avais Randy Savage. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, tu m'aurais sorti n'importe quoi d'autre derrière, c'était fini. Puis on a cité aucune tante May, ni rien. Genre, Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai pas pensé au personnage, tout simplement. Ok, bon, on en fait un plus classique. Ouais, on va s'en faire un plus simple. Allez. Mais c'était bien d'évoquer toutes ces personnes qui nous ont tout à fait permis d'avoir des beaux films Spider-Man et d'autres. Et des films tout court. Vas-y, si tu veux. Ouais, vas-y, allez, je vais commencer. Du coup, on fait acteur-acteur. Ouais, vas-y. Je veux dire Nicolas Cage, comme ça on commence. Juste Nicolas Cage? Ouais. Non, mais comme ça je dis Nicolas Cage. Ouais, ok. Oui, ok, ouais. Et tu continues à partir de ça. Ok. Ou alors je sors quelqu'un. Mais... Que choisir? Non, c'est bon. Ou je vais t'enterrer tout de suite, du coup. Donc. Tu sais des choses que je ne sais pas à ce niveau-là. Nicolas Cage, eh bien je vais dire Aaron Taylor Johnson dans Kick-Ass. Ok, cool ça.
Donc oui, donc on reprend pas les mêmes films. Parce Oui. que là, je vais pas dire. J'ai oublié son nom. De toute façon, c'est en 3 mots, son prénom. Chloé Grace Moretz. Oui, voilà. Mais on va pas. Ou Christopher Mintz-Plasse. On n'a pas redit la règle, mais du coup, Oui, bien sûr. on dit le film avec lequel l'acteur est corrélé, mais On n'a pas le droit de citer plusieurs fois le même film dans la même game, quoi. c'est ça, exactement. Oui, après la prochaine, on pourra. Oui. Donc tu m'as dit Aaron Tyler Johnson. Tout à fait. Qui fêtait son anniversaire hier, pour l'anecdote. Arrête, bah bon anniversaire, Aaron. Je crois, Si 35 ans. t'écoutes. Eh bien, je vais te dire. Bah merde, je pense que. Attends, je suis pas sûr que ce soit elle en fait, l'actrice dans Nosferatu. C'est. Non, c'est pas Lily Rose Depp. Dans Nosferatu. Ouais. Si, c'est... Ah si, c'est ça. Bah Ouais. j'étais pas sûr. Bon bah vas-y, je vais dire ça du coup. Lily Rose Depp. Ouais, j'étais pas sûr. Ok. Je vais dire Timothée Chalamet dans The King, je crois. Ça s'appelait juste. King ou The King, ouais, je sais plus. Ouais, Enfin un des deux. ouais, les deux. Timothée Chalamet, ben je vais te dire, tiens, je vais te dire Armie Hammer, amuse-toi. Notre grand ami Très grand ami. dans Call Me By Your Name. Totalement disparu. Dans quoi t'as dit? Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Notre chien. Ok. Armie Hammer qui fait pas mal de choses en vrai avant de. Avant de complètement bouffer des gens. cancel, avant de manger des gens. Je sais pas moi. Bah tiens, je vais dire Andrew Garfield dans Social Network. Ok, pas mal ça. Armie Hammer qui rentre 2 fois dans Social Network. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'aurais pu dire Armie Hammer. Parce que c'est terrible, ils ont pris un autre acteur pour jouer le frère jumeau, mais du coup ils ont mis la gueule de Armie Hammer Ouais. numériquement sur lui. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ouais. Et le pauvre. Ils sont chauds. Du coup, Andrew Garfield, bah, je vais te dire. Bah, j'ai plus le nom du film, donc je vais trouver autre chose. Vanessa Hudgens dans. Puis oh non, j'ai Tic Tic Boom, ouais, voilà. C'est Tic Tic ou Tic Tac? Tic Tic Boom. Tic Tic Boom, ouais, Ouais, je crois. c'est ça, ouais. J'ai du mal aujourd'hui avec les Vanessa noms. Hudgens. Ah, je sais plus si c'est elle ou pas. Ah oui, il y a un truc évident, ouais. Si tu penses, c'est elle. Ah ouais? Ouais, mais non, c'est. J'en avais un. Je vais pas aller sur ça. J'en avais un autre. Je vais dire James Franco Ouais. dans Spring Breaker. Ouais. C'est bien elle. Ouais, c'est elle. Oui, c'était plus sage que d'aller sur Zac Efron. Par exemple. J'avais plus le nom de l'acteur de Chad. Donc... Oui, oui, bah là, tu m'aurais eu là-dessus, je pense, par contre. Je l'ai plus, je l'ai jamais eu. Tout simplement. Merde, t'as dit qui, pardon? J'ai dit James Franco dans, Ah oui, James dans Spring Breakers. Euh... Spring Break en français, je crois. Ouais, juste. ouais. Bah, je vais te dire... allez, Seth Rogen dans... choisis ton film, gros. The Interview. Interview. Ok. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas mal ensemble. Ouais. Ok. Eh bien, je vais dire Dave Franco dans Nos Pires Voisins. Ok, bah alors c'est moi qui vais le dire. Zac Efron dans Nos Pires Voisins 2. Bien joué. Il fallait passer par Zac Efron. Il fallait passer par Zac Efron, tout à fait. Bah, je vais dire... Merde, dis plus le nom du film. Bon, je vais passer sur autre chose. Ouais, ça, des fois, c'est Ouais, dur. c'est très chiant, là. Zac Efron... Bah, je vais dire The Rock, enfin Dwayne Johnson dans Alerte à Malibu. Correct. Que des chefs-d'œuvre. Hein. Bah, moi, j'aime bien ces films. En vrai. Nos Pires Voisins, j'aime bien. Ouais. Nos Pires Voisins, les deux sont cool. Ouais. Baywatch, il est sympa. Je l'ai comme pas vu. film. Ça fonctionne bien. Je me suis permis de juger sans l'avoir vu. Je suis une merde. Dwayne The Rock Johnson. Bon, allez, tiens, je vais partir sur un truc assez simple. Nick Jonas dans Jumanji. Jumanji Next Level. Ouais, bien sûr, ouais. Pas celui avec Robin Williams. Camp Rock 3, bientôt sur Disney+. C'est vrai que t'as un camp rocker, ça va. Camp Rock Addict. Non, j'avoue, c'est là que tu m'abats parce que je n'ai pas la filmographie de Nick Jonas en tête. Il y en avait d'autres de lui ou... Enfin, Ouais, mais bon, allez, pour trouver les actrices gros qui jouent avec dans ces films-là. Oui, Camp Rock, j'avais rien de toute façon. Mais Bon, il a fait après, d'autres choses que après les Camp t'as Rock. Jumanji 2, tu peux dire Jack Black, quoi.
Ah, il a joué dans les deux. Ok, moi je savais pas. Moi, Je t'ai pas vu tout. là-dessus. Non, après, il a fait d'autres. Après, il a fait comme Rock. Hein. T'aurais tout simplement pu dire Joe Jonas ou Kevin Jonas. Oui, c'est vrai. Ou Demi Lovato. J'avais pas Demi Lovato, mais, Ouais, mais les autres frères Jonas, je les avais, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Bien joué. Ça a duré quand même, hein, Ouais. cette histoire. Bon, enchaînons. Qu'est-ce que je vais dire Kevin Jonas. Tu commences par un truc un truc hyper dur. bien ciblé. Mec à la haine. Non, je sais pas. Vas-y, repartons sur. Kalel Cage. Repartons sur Tobey Maguire, tiens, dans Spider-Man 3. Voilà. Donc tu veux que je dise quelqu'un de Spider-Man 3 ou tu veux que Non, je quelqu'un dise- qui a joué Ah oui, avec Tobey Maguire. Mais Ok. du coup, on peut plus citer Spider-Man 3 dans la game, quoi. Ok, et bah tu sais quoi, je vais te dire Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les tropiques, les bandes annonces avant le film. C'est vrai. C'est vrai. Robert Downey Jr. Par où on va aller On peut aller par là, ouais. Je vais dire Jake Gyllenhaal dans Zodiac. Ok. Pourquoi je pense qu'il y a des films où je sais aucun aucun autre acteur. Bah non, bah je vais dire Heath Ledger dans Brokeback Mountain. Ok. Bah du coup, je vais dire Michael Caine dans The Dark Ok. Knight. Ok. Ah, j'en ai vu des vieux films avec Michael Caine, mais pas moyen de retrouver le nom des autres acteurs vieux, quoi. Enfin, qu'ils étaient jeunes à l'époque. Et encore, il y en a qui étaient déjà vus à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ben, je vais te dire Jude Law dans Le Limier, l'autre. Parce qu'il a fait 2 Ok. Le Limier, Michael Caine. Fait 2 limiers. Et en gros, il a fait comment on dit le remake d'un film dans lequel il était en prenant l'autre rôle. Sluss. Jude Law. Oh, le trou. Immense acteur, Jude Law. Bien sûr, ouais. Mais immense acteur dont j'ai vu très peu de films. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas ton cas, je sais bien. Merde, j'en avais un bien, mais j'ai pas le nom de l'acteur. Putain, je vais perdre sur Jude Law, c'est terrible. Ouais, c'est dur. Très très dur. Il a été dans un film Marvel, si jamais. Ah ouais. Sa petite idée. Le mec qui a aucune culture. Non, j'ai même pas le film Marvel qu'il a fait, donc... Non, putain, je suis keblo sur un truc là que j'arrive pas à voir et du coup j'arrive pas à réfléchir à autre chose. Non, vas-y, j'en ai pas là, j'avoue. Je suis bloqué complet. Vas-y, humilie-moi. Oh, mais il y en a plein. Matt Damon, Gwyneth Paltrow. Ouais, mais les films. Ah bah là, ça, c'est par exemple dans... The Talented Mr. Ripley. Le talentueux Monsieur Ripley. Ah, bah oui, c'est ça. T'as The Holiday aussi, avec... Je cherchais le nom du gosse dans Intelligence Artificielle. Ah oui, ouais, gars, ouais, t'es chaud. J'étais bloqué là-dessus. Ah, t'es chaud. Mais parce que c'est le gosse qui joue aussi dans Sixième Sens. Ouais, mais j'ai pas. C'est un nom chiant, en 3 particules. Et il est dans Captain Marvel. Ah oui, c'est vrai. Peu mémorable. Un peu mémorable, ouais. Bon, allez, j'ai pas envie de finir là-dessus. Allez, on s'en fait un petit dernier. On s'en fait un petit dernier. On a encore un peu de temps. Vas-y, commence du coup. Jude Law... Non, j'ai... Les pires trucs. Bon, j'en sais rien. Y a quoi qui sort là? Bah tiens, on a dit Matt Damon. Dans quoi? Bah dans The Odyssey qui est pas encore sorti. Pas mal. Ok. Matt Damon. Bon, allez, on va rester... on va rester large, mais pas trop. Tu y allais, je vais te faire plaisir. Je vais dire Mark Wahlberg dans Les Infiltrés. J'adore Mark Wahlberg. Ouais, je sais. Bah, je pourrais sortir des, Oui, c'est bien. des sombres noms, mais je vais m'en cantonner à Will Ferrell dans Very Bad Cops / The Other Guys. Ok. Will Ferrell. Je vais te dire
Chris Pratt dans La Grande Aventure Lego. Ok, pas mal. Premier qui m'est venu. Chris Pratt, moi je vais te dire un petit rôle de lui dans Wanted avec Angelina Jolie. Tu me l'as sorti la dernière fois. Ah ouais. En fait, je sais pas pourquoi je l'identifie à ça. Je vais te redire la même chose que j'ai. Enfin, en fait, on fait le même jeu. La même boucle. Non, attends, j'essaie de réfléchir à l'autre qui est pas évident, mais j'ai vu tellement peu de films avec Angelina Jolie. Après, j'en ai d'autres avec Chris Pratt. Hein. Angelina Jolie. Non, mais on peut rester là-dessus, ça me va. Non, bon, restons là-dessus. Je vais dire Brad Pitt dans Mr. and Mrs. Smith. Classique. Eh ben, je vais te dire Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise. Bien joué. Putain, j'ai pas eu tout la filmo. Putain. La belle Suzanne Sarandon. Je saurais pas. C'est terminé pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie. Bien joué. T'as une meilleure culture que moi. Donc quoi, elle a joué Suzanne Sarandon. Ah oui, elle a fait The Rocky Horror Picture Show, c'est vrai. Mais j'aurais pas cité quelqu'un d'autre. Non, bah écoute, mon objectif, ça va être de te battre un jour Roland Gamos d'acteur. Ouais, bah tu m'as eu sur les films Spider-Man. Oui, bah, voilà. Les trucs les puants, ça c'est bon. Là, je suis là, y a pas de souci. Ok, bon. Pour conclure, on va terminer par nos recommandations habituelles. Et évidemment, bien sûr. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi là, je suis resté dans le thème. Je me suis dit, on parle de Nicolas Cage. Quoi de mieux que de conseiller le podcast francophone sur Nicolas Cage qui s'appelle Citizen Cage. En plus, ça fonctionne bien parce qu'il y a des refs à Citizen Kane dans Spider Noir. Oh là là, c'est bien fait. Hein. Et non, mais là, ça travaille là-dedans. Ça s'écrit tout seul, j'ai envie de dire. Vous pensez que tout est improvisé, mais c'est très très réfléchi. Et en fait, c'est un super podcast donc, qui est fait par Alexis Duclos et Julien Sunsao. Deux mecs que je connais pas du tout. Mais en fait, leur concept, c'est qu'ils ont fait la filmographie de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Donc, ils ont fait tous les films de Nicolas Cage jusque The Surfer, qui est sorti l'année dernière. Et en fait, ils attendent à chaque fois les dates de sortie. Enfin, parce que au début, évidemment, ils n'ont pas commencé dans les années 80. Ouais, vous vous doutez bien. Mais là, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, ils ont fini les anciens films de Nicolas Cage. Donc, ils sortent épisodiquement des épisodes dès qu'il y a un film qui est sorti. Leur truc, c'est ils attendent toujours genre entre 4 et 6 mois après la sortie France pour sortir l'épisode. Donc j'imagine qu'ils feront un épisode sur Spider Noir, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on parle, mais j'imagine qu'ils en feront un. En fait, c'est assez particulier parce que leur concept, c'est vraiment qu'ils parlent de tout ce qui se passe dans le film. Donc il faut vraiment avoir vu les films avant, mais ils font pas que parler de ça, hein. Ils donnent leur avis sur les scènes marquantes. Ils reviennent chronologiquement sur le film Ouais, et en fait les épisodes durent genre 1h30 où ils parlent que du film. Alors, ça dure autant de temps que le film. Que le film. Moi j'adore ce podcast parce que en tant qu'immense fan de Nicolas Cage et ayant vu plus de 80 films... T'aimes bien Nicolas Cage ? Ouais. Et ben j'ai aussi écouté 80 épisodes de leur podcast du coup. Parce qu'en fait à chaque fois que je regarde un film de Nicolas Cage, quand je fais des trajets un peu aléatoires, j'écoute comme ça en fait. Ça me fait une présence et en fait j'ai l'impression de pas regarder ces films tout seul, d'être dans un microcosme de fans avec Nicolas Cage. Dans un microcosme de fans absolus de cet acteur. Et du coup, ça fait assez plaisir. Mais effectivement, c'est un podcast qui se consomme de manière assez particulière, dans le sens où si vous n'avez pas vu le film, bah là, c'est du spoil complet. Mais ce qui est vraiment cool, c'est de regarder un film avec Nicolas Cage et ensuite d'aller écouter ce qu'ils ont à en dire, parce que c'est souvent très intéressant. Et ils ont des avis qui se rejoignent, mais ils ont des avis très différents quand même. Enfin, disons que souvent, ils vont avoir la même appréciation d'un film, mais ils n'ont pas du tout le même ressenti de pourquoi ils ont aimé ce film, pourquoi, les trucs qu'ils aiment bien, les trucs qu'ils aiment pas. Des fois, ils vont dire qu'ils aiment autant un film, et par contre il y en a un qui va dire ça c'est trop bien dans le film, et là tu vas dire mais ça c'est nul à chier justement. Mais après dans l'idée globale ils ont quand même la même idée, mais ils ont pas du tout la même manière d'apprendre les films. Et aussi petit concept de leur podcast, c'est qu'ils notent à chaque fois donc la performance de Nicolas Cage et la folie de Nicolas Cage dans le film. Ils notent jamais le film en tant que tel, c'est vraiment Nicolas Cage par rapport au film et la folie de Nicolas Cage par rapport au film. Et sur l'échelle de Nicolas Cage, quoi. C'est ça, sur l'échelle de Citizen Cage Podcast. Et donc voilà, c'est un petit... je sais bien que ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais honnêtement,
moi, je recommande vraiment, après avoir vu un bon petit film, d'aller voir ça, surtout si vous vous lancez dans des dubs, parce qu'il y en a avec Nicolas Cage, vraiment des films Code 211 ou des conneries du genre qui sont très très durs à voir. Ouais. Au moins tu te dis je suis pas le seul à avoir éprouvé ça, etc. Et au contraire, des fois il y a des films que tu vas trouver un peu sympas et eux ils le démontent, et inversement des films que tu vas trouver horribles et eux ils disent mais non, il y a plein de trucs bien dedans, et ça te permet un peu de relativiser aussi. Voilà, c'est un concept de podcast qui est assez cool, je trouve. Ok. Pour ma part, je vais recommander un comics pour être un peu aussi dans le thème, que je lis en ce moment, qui vient de sortir entièrement en France, qui s'appelle Batman et Robin année 1. Qui est du coup une relecture, on va dire, des débuts de Batman avec Dick Grayson, le premier Robin, parce qu'il y a eu plusieurs Robins. Donc voilà, c'est une série en 12 numéros. Le premier tome était sorti l'année dernière en France et le deuxième vient de sortir là, il y a quelques jours au moment où on enregistre. C'est génial, ça se lit très bien, il n'y a pas besoin non plus d'avoir d'énormes connaissances en univers Batman pour lire ça. Ouais. C'est bien parce qu'en fait, ça te montre la relation Batman-Robin, mais surtout la relation Bruce Wayne-Dick Grayson, du coup, dans des aspects qu'on voit pas souvent en temps normal. T'as notamment Alfred qui prend beaucoup de place dans le rôle de tampon un peu entre les deux. Tu vois aussi la relation entre Bruce Wayne et la protection de l'enfance, qui vient de confier du coup un orphelin à Bruce Wayne, et tu vois. Et t'as tout ce parallèle où ils veulent le mettre dans un endroit où il est pas en danger, mais la nuit il se prend des balles, tu vois. T'as un peu ce truc là qui est jamais trop traité, tu vois, dans les comics, dans les adaptations, mais qui est plutôt bien fait ici. Le dessin est très très cool. C'est fait par un dessinateur qui s'appelle Chris Samney, qui est un dessinateur qui a un style un peu cartoonesque, mais qui est quand même, très figuratif en fait, très cartoon, ouais, c'est ça, mais qui n'empêche pas de s'impliquer, d'avoir quand même de lire les émotions sur le visage des personnages, etc. Ouais. Vraiment, ça se lit très très bien. Si vous aimez Batman et l'aspect vraiment famille que peuvent avoir les comics Batman, qui est pas souvent mis en avant, mais ce côté Bat Family qui est vraiment hyper important dans le personnage, je vous recommande de lire ça. C'est très très bien. Il y a beaucoup d'action aussi, c'est vraiment un comics qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ça, c'est dispo, comme je l'ai dit, en France, depuis peu, chez Urban Comics, dans toutes les bonnes librairies, et les mauvaises aussi, je pense. Donc, n'hésitez pas. C'est peut-être un bon moyen de découvrir Robin. Carrément, aussi, justement. Tout à fait. Exactement. J'aurais pas dit mieux. On va du coup conclure cet épisode en vous informant que le mois prochain, nous parlerons de The Odyssey. Et oui, désolé pour les fans de Spider-Man qui nous écoutent, on parlera pas de Spider-Man Brand New Day. En vrai, je pense qu'on en touchera un mot dans une section actu, pas le mois prochain parce qu'il sera pas encore sorti, je pense, mais le mois d'après peut-être. C'est ça, ouais. Voilà, j'en parlerai quand même. Au pire, moi, j'en parlerai sur mes réseaux à moi, donc suivez-moi sur mes réseaux si vous voulez en voir plus. Mais voilà, je pense qu'on en touchera un mot rapide, parce que je pense que tu iras le voir aussi. Je sais pas encore, mais c'est possible, ouais. On pourra y aller ensemble si tu veux. Ouais, carrément. Pour une fois que ce sera pas un épisode du podcast. Bref. Et du coup, le thème du mois prochain sera mythologie. Tout à fait. On va parler de gros mythos. Exactement. Le thème du coup sera mythologie en lien avec The Odyssey, évidemment. Autre chose à rajouter ? Non, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en écoutant ces digressions sur Nicolas Cage et Spider-Man. N'oubliez pas le compte Insta, du coup, Néo-Béotien, sur Instagram, du coup, pour voir toute notre actu, les capsules vidéo, etc. Dites-nous ce que vous avez pensé de Spider-Noir si vous l'avez vu. Même si vous l'avez pas vu maintenant, n'hésitez pas à aller regarder et à nous dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça nous intéresse beaucoup d'avoir l'avis de gens qui sont ni fans de Spider-Man, ni fans de Nicolas Cage, forcément, autant que nous, disons. Donc voilà, n'hésitez pas à être curieux et à aller voir ça, je pense que ça peut valoir le coup pour beaucoup de gens. Merci beaucoup Mathis pour merci à toi. Pour ta participation et à très bientôt. Salut. Allez, ciao.